Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime après l'un des derniers gros week-ends de folie sur la planète trail de la saison. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par l'ancien athlète international, double vice-champion du monde de trail long, aujourd'hui entraîneur, mais qui n'a malheureusement jamais remporté les Templiers, 3 fois deuxième tout de même. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, bon ça va pas trop mal, j'ai une petite trêve qui traîne, mais sinon ça va. Et ouais, après nombreuses éditions avec un dossard sur le Festival des Templiers, que ce soit sur le Grand Trail 10 fois ou sur la VO2, je suis venu sans dossard cette année pour le soutenir, le Team Brooks et puis les athlètes que j'ai la chance d'accompagner. On a cru un incroyable triplé pour Endurance Space Coaching, la structure qu'on a développée avec ma conjointe notamment, avec une victoire le vendredi, une victoire le samedi, mais malheureusement Matt, sur qui j'avais fondé mes espoirs, s'est raté sur les Templiers. Non, je plaisante bien entendu, c'était hyper sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir à courir sur ces sentiers que j'adore, notamment le samedi pour essayer de suivre Sylvain Cachard, puisqu'en coupant, j'arrive encore à l'apercevoir de temps en temps. Donc, le pèlerinage annuel s'est très bien passé. Tu seras accompagné par celui qui vient de claquer contre toute attente un subsetter au Templier avec un magnifique top 5, l'athlète pro, youtubeur, influenceur, créateur de contenu, Mathieu Delpech. Comment ça va ? Moi, j'ai 3 casquettes, mais c'est 3 fois la même. Influenceur, youtubeur. C'est pour pas te brusquer, comme ça je t'appelle par tous les noms. Et... Voilà, c'est bon, il y en a un bien qui va m'aller dans l'histoire. Et oui, après une belle prépa du côté du Grand Bornand, finalisée avec Alexandre Viol, la forme et c'est miraculeusement présenté pour les Templiers. Et on y reviendra après, mais là, je suis en train de finir mon emménagement car je suis fraîchement installé sur Annecy pour 6 mois et la récup de la course a été vraiment excellente. Mais là, la météo est infecte et puis en fait, ça tombe pas si mal puisque c'est la coupure, j'ai la vidéo de course à réaliser, plein de podcasts à enregistrer avec ma casquette d'influenceur, on vous prépare du très très lourd et aussi pas mal de tâches administratives que je repousse depuis plusieurs mois, donc malgré la coupure, quand même bien occupé. Enfin, celui qui est kiné, préparateur physique et entraîneur au sein de Cap Prévention, une structure qu'il a créée avec son pote Gauthier. Certains disent même que c'est le plus grand kiné de France. Théo Robin, comment ça va ? Bon, ce titre, il est toujours pas valable, hein, mais à part ça, c'est... C'est vrai que t'es pas très grand. Non, 1m73, c'est très petit. Non, à part ça, j'ai vraiment passé un excellent week-end au Templier. Hyper plaisant de finir la saison sur une bonne note et surtout d'avoir pris ma revanche sur 2024. Et je me dis que franchement, le trail, c'est un sport de zinzin. C'était des grosses émotions pendant la course et surtout quand c'est partagé avec des potes. Et du coup, maintenant, place à la coupure. C'est pas pour autant que je vais m'ennuyer. On prend le temps de faire d'autres choses. Petit match de foot hier, lecture, travaux, repas de fromage avec les potes. Bref, il n'y a pas que le trail et ça va faire du bien. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui n'a pas pu prendre la couronne de prince du Cantal dimanche dernier car il a pris plus d'1 heure dans la vie au Templier. Notre animateur qui est aussi manager de la Colibri Academy et aussi souvent athlète sur des podiums à ses heures perdues. Alexandre Viol, comment vas-tu ? C'est pour ça qu'il faut très bien choisir ses courses et je ne retournerai pas au Templier parce que là ça m'a fait trop mal de prendre aussi cher. Non, sinon ça va bien. J'ai encore bien mal aux jambes. Ça a mis du temps à revenir. Et puis j'ai un petit coup de spleen de fin de saison. Voilà, météo capricieuse et puis l'événement que j'ai tant attendu toute l'année qui vient de se terminer. J'avais prévu de prendre un dernier dossard un peu bonus sur la Saint-Élion, mais je crois que la saison va s'arrêter là. La saison a été longue. J'ai pris pas mal de dossards. Je ressens l'envie de souffler, mais il reste quand même une course. L'une des courses que je coche en priorité en début de saison, ça s'appelle la Ronde de la Châtaigneraie. C'est une course en relais à 4 avec 3 relais sur route et 1 relais en trail qui a lieu tous les ans dans le sud Cantal et à laquelle je participerai pour la 6e fois. Et puis enfin, avant qu'Alex nous donne le sommaire, je me permets de vous rappeler quelques petites choses. Je vous rappelle d'abord évidemment qu'on a une page Instagram pour retrouver des extraits des podcasts pour ne pas rater les dernières sorties. Et puis je voulais vous rappeler aussi, n'hésitez pas à partager en story quand vous nous écoutez en mentionnant la page. N'hésitez pas aussi à mentionner les membres de l'équipe pour être sûr qu'on le voit et puis qu'on puisse le repartager. Ça nous aide vraiment énormément, ça nous fait grandir parce qu'on n'a pas trop le temps de faire trop de promotion du podcast. On est concentré pour vous faire un contenu qualitatif au sein des épisodes. Et puis un autre moyen de nous soutenir, si vous aimez notre travail, c'est de noter le podcast sur vos plateformes d'écoute. Ça fait quelques épisodes que je vous l'ai pas dit, mais ça nous aide aussi beaucoup, ça nous donne de la force. On lit vos retours, vos avis, puis ça aussi, ça nous donne de la crédibilité pour pouvoir faire venir de nouveaux invités toujours plus passionnants. Donc merci d'avance. Alexandre, peux-tu nous donner le sommaire de cet épisode ?
Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, un gros programme puisqu'on commencera par nos retours respectifs avec Théo et Mathieu sur notre course sur le Grand Trail des Templiers. On vous parlera aussi de nos perfs coup de cœur et de notre ressenti global sur l'événement avant de recevoir celui qui a créé la sensation en remportant la course au nez et à la barbe de tous les grands favoris annoncés, Pierre Livache. On poursuivra par le débrief de la Diag en recevant notre ami et présent sur place Louis Travaillot qui a eu la chance de suivre toute la course du vainqueur Bati Chassagne. On continuera l'épisode par la rubrique Conseil de Théo qui nous parlera aujourd'hui de microdosage en musculation. On enchaînera avec les questions auditoristes. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser vos questions sur le canal Instagram. On en a sélectionné quelques-unes. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 31. C'est parti. Jingle. C'est qui le fait? Le trail qu'on aime, épisode 31. Parfait. Allez, on commence, je l'ai dit, par nos petits retours avec Théo et Mathieu sur nos courses, sur notre course sur le Grand Trail des Templiers qui a eu lieu dimanche dernier à 5h du matin. Petit départ au frais à Millau. Théo, objectif rempli, je crois, puisque tu avais prévu de faire sub 10 heures et tu l'as eu tout juste. Ouais, du coup, là, cette année, c'est enfin passé là, le sub 10. J'étais bien content. Bon, comme je l'avais dit lors de la preview qu'on a fait à l'appart avec Matt et Alex l'année dernière, j'avais pas du tout été ça. J'avais fait trop de suivi de copains et de suivi de course et ça m'avait complètement cramé. En plus, j'étais parti trop fort. Du coup, là, cette année, je me suis vraiment préservé, on va dire, sur les jours d'avant. J'ai pas fait grand chose. Et voilà, ça s'est bien passé. Petit coup de pression la veille, hein, le truc assez classique. Et puis, je suis parti comme sur le plan de course. Donc, j'ai vraiment été hyper dans le respect des consignes que je m'étais imposées. Donc, c'était tout sous SV1, 60 grammes par heure. Et puis, vraiment, j'avais un seul mantra en tête, c'est d'être patient et surtout d'avoir confiance. Et du coup, j'ai pris un départ à la cool. J'étais en retard sur tous mes temps de passage, mais j'ai essayé de pas paniquer et de me dire, bah, ça va le faire quand même, ça va revenir. Et j'ai eu un petit moment de doute entre Saint-André de Vésine et la Salvage. J'ai eu une douleur à la hanche, vraiment marquée au psoas. Je me suis dit, ouais, ça sent pas bon. Et puis à la Salvage, je me suis assis 1 minute le temps du ravito et c'est parti immédiatement. Alors là, j'ai rien compris, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, bon, bah écoute, si t'as pas mal, tu continues, c'est parfait. Et puis c'est aussi à ce moment-là que j'ai su le braquage de Pierre Livache et de Matt à 5e place. Du coup, ça m'a bien aussi reboosté. Et du coup, j'ai commencé à visser un petit peu sur les allures, surtout à partir de Mas-de-Bru. Et le petit défi pour moi, c'est que je suis arrivé à Mas-Bio en 8h10. Et il me restait 1h50 sur mon prévisionnel. Du coup, j'avais aucune minute de marche. Donc, j'ai dû vraiment appuyer pendant toute la fin. Et c'est passé, du coup, j'avais 2 minutes au CAD et 5 minutes à l'arrivée. Donc, j'étais quand même hyper content que ça passe sous les 10 heures. Et puis, en analysant un peu, hyper content parce que j'ai fait, je pense, la courbe cardio qui était vraiment parfaite, hyper stable, quasiment que 20 minutes en zone 3, tout en zone 2. Et puis, bah, ça s'est vu aussi au niveau des places, parce que je suis passé de la 630e place à la 220 et à peu près, je crois. Et du coup, c'était hyper agréable de pouvoir remonter du monde tout le temps, d'être dans le bon rythme. Donc voilà, je suis arrivé complètement vidé. J'ai tout mis pour le jour J. Je veux encore progresser, mais très content. Et merci aux copains d'avoir été là. Je rebondis rapidos sur ce que tu as dit sur la gestion de course en passant pas mal de temps sur le bord des sentiers. Vraiment, j'insiste sur le fait de partir tranquille, notamment sur une course comme les Templiers. Tu l'as dit, tu as eu l'impression que tu étais vraiment facile, trop en contrôle. Et finalement, c'est ça qui permet de faire une course aboutie. Donc, j'invite tous nos auditeurs et auditrices à partir tranquille quand ils font des courses de cette durée-là, parce qu'il y a toujours le temps d'en mettre sur la fin de course si on a encore l'énergie, alors que si on part trop vite, c'est souvent un long chemin de croix à la fin. Ouais, pour en avoir croisé plusieurs dans la première bosse, en les entendant souffler et transpirer au bout d'une demi-heure de course, je me suis dit, oula, ça risque de pas aller bien loin. Et petite anecdote, j'ai croisé Caitlin dans la première bosse, elle soufflait très très fort. Alors peut-être que c'est son habitude, mais là aussi je me suis dit, ouais, c'est impressionnant d'être aussi haute aussi tôt dans la course, et bon, finalement ça a plutôt bien marché pour elle. Mathieu, raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. Ouais, je vous la fais courte. Pour les plus curieux d'entre vous, évidemment, vous allez retrouver quelques jours après la sortie de cet épisode mon récit de course complet sur YouTube. Non, on veut l'exclusivité ici, Mathieu. Ouais, mais l'épisode va être trop long parce que là, si tu veux, je te lis mon récit que j'ai fait pour YouTube, mais ça va durer un peu. Comme prévu, j'ai fait une course en gestion. Je suis passé de la 31e place au premier pointage. Les yeux rivés sur ma FC et ma vitesse pour être sûr de rester dans les zones que j'avais prévues pour ce début de course. Au final, j'ai jamais accéléré tout le long du parcours, mais j'ai remonté mes concurrents en 1 à 1. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à courir sur ces cosses autour de Millau. C'est vraiment
le schéma de course qui permet vraiment de kiffer. Et je pense que c'est bien là le plus important. J'ai vraiment repris confiance aussi après les mondiaux ratés, donc c'était trop cool. Jusqu'au kilomètre 65, j'ai remonté des places à Mas-de-Bru où là je suis passé cinquième. Et à ce moment-là, je suis encore déchaîné. Je fais la meilleure descente jusqu'à Masbio. Je traverse Masbio à Mac 12 en me disant c'est bon, je vais remonter jusqu'au podium. Mais finalement, la montée du CAD malheureusement a commencé ça a commencé à se compliquer dans la montée du CAD et j'ai commencé à comprendre les récits de Nicolas Martin qui parlent de survie sur cette fin de Templier. Et puis il y a eu aussi pas mal de péripéties et de moments forts sur cette course pour découvrir tout ça. Vous savez où aller. T'as pas eu un souci de ravito par hasard? Ah ah, faudra regarder la vidéo. On tease, on tease. Et puis moi, bah, pour le coup, hyper heureux d'être au départ. Je l'avais dit avant la course, notamment sur le petit épisode qu'on avait enregistré. C'est une course que j'attendais depuis des années et des années d'être au départ, d'être à ce fameux départ à 5h10 avec la musique et le discours de Gilles Bertrand. J'ai vraiment vécu ce moment-là hyper bien et j'avais vraiment des frissons exceptionnels. Donc rien que pour ça, j'avais réussi ma course. D'être au départ déjà, c'était super chouette. Et je pense que ça m'a aidé derrière à mieux vivre la course. Et même si j'étais pas en Cannes, encore une fois, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce départ que ce que je voulais absolument, c'était aller au bout. Et d'ailleurs, petite dédicace aux deux speakers, Grand Seb et Johan Jadot, alias Speakio, que vous entendez parfois sur les lives UTMB, que j'ai croisé la veille et à qui j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-nous profiter de la musique. Parce que l'an dernier, en spectateur, je me rappelle qu'ils avaient laissé la musique seulement 20 secondes. Pour tous les connaisseurs, vous savez à quel point cette musique, elle peut être frissonnante. Et du coup, je leur avais dit, s'il vous plaît, laissez-nous là un petit peu. Et ils l'ont fait. Donc voilà. Merci à eux, en tout cas. Et puis côté sportif, bah, je vais la faire courte. J'ai marqué beaucoup de trucs, mais je vais la faire plus courte que ce que j'ai marqué. Assez déçu du chrono et des sensations. Je suis parti tout en gestion et un petit peu plus. Et ouais, très vite mal aux jambes. Dès le kilomètre 30, j'avais l'impression d'avoir fait 60 bornes. C'était assez bizarre. Des douleurs musculaires un peu chelou. Donc j'avais l'impression de pas pouvoir en mettre et pas pouvoir pousser sur mes jambes. Donc j'avais un peu qu'une seule vitesse. Et du coup, j'ai réussi à tenir ça quand même toute la course en bien gérant. Mais c'était dur de pas trop s'endormir. Et heureusement, j'ai été rattrapé sur la fin de course par Marie Goncalves et Kathleen. Et ça m'a vraiment bien boosté. J'ai trouvé ça très chouette d'être un peu au milieu du fight pour la victoire féminine. Et ouais, elles m'ont vraiment impressionné leur faculté à en mettre et à se mettre autant dans le mal sur la fin de course, c'était assez impressionnant. Et donc voilà, bravo à Kathleen, bravo à Marie, c'était cool de pouvoir courir un petit peu avec elle. Et puis je me satisfais d'un petit sub 8 heures. Voilà, et puis on reviendra pour tenter de claquer un chrono un peu meilleur autour des 7h30 dans les années à venir. Bah Nico, toi, comment t'étais là sur le parcours? T'as vécu, t'as fait les ravitaux de Mathieu d'ailleurs. Raconte-nous un peu toi comment t'as vécu la course au bord des sentiers. Ouais, bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir tout le week-end. Alors je suis arrivé que seulement vendredi dans l'après-midi, mais j'ai passé mon samedi à faire des ravitaillements puisque j'ai ravitaillé Mathieu Simon et puis notre team manager Benjamin Sassenti sur la Bofi 50. Il était confiant, le Ben, de faire ça puis les ravitaux du marathon des causes. Du coup, il a un peu traîné. Il a été obligé de s'arrêter au 4 pour reprendre sa casquette de team manager. Et du coup, ouais, j'ai bien pu suivre le marathon des causes. Une très très belle course avec beaucoup de densité. Et finalement, comme ça tournicote un petit peu sur le cos, en coupant un peu, on arrive à voir les coureurs 5-6 fois. Donc c'est quand même vraiment, vraiment chouette. Et puis le lendemain, ouais, on a fait les ravitaillements. Je suis pas super fier de ce qu'on a fait, puisque Matt racontera l'anecdote dans sa vidéo, mais le premier ravitaillement de Matt s'est pas passé comme on l'imaginait. Et du coup, en tant que coach, je m'en voulais un peu de pas avoir checké ça, puisque j'étais allé un peu en amont du ravitaillement pour prévenir que les coureurs arrivaient. Et puis après, ouais, c'est toujours un peu une expédition pour suivre, puisqu'il y a des grands détours pour ceux qui connaissent, pour aller à la Salvage notamment. Mais là, on a été assez efficace à la Salvage. Et puis après, je me suis offert un petit kiff de suivre la fin de course en courant, et notamment une petite partie de la bataille entre Pierre Livache et Juho Ilinen, le Finlandais. C'était vraiment, vraiment chouette. Et puis quelques mètres derrière Matt aussi
pour l'encourager. Bon, il avait l'impression d'être complètement collé, mais c'était quand même pas si mal. Moi qui ai fait plein de fois la course, il était encore pas dans des allures si lentes que ça. Au contraire, ça poussait quand même assez fort. Mais bon, on a vraiment l'impression d'être au bout de sa vie dans cette partie finale des Templiers. Donc non, un très très bon week-end. J'adore ça, cette course-là. J'adore l'ambiance d'Écosse. Et puis on a été gâté par la météo, donc c'était parfait. Faut qu'ils te mettent une caméra la prochaine fois, ça nous fera des vidéos un peu exclusives. C'est vrai. Ouais, je pense que j'ai encore le niveau pour suivre la fin de course, je pense, sur les Templiers quand ils arrivent cramés. Mais ouais, c'est sympa d'avoir peut-être. C'est vrai que tu vois, de couper, peut-être d'être pas juste dans le suivi, parce que c'est vrai que c'est quand même un sport où, bon, au bout d'un moment, alors, quand ça bataille, comme c'était le cas là, c'est sympa, mais souvent, c'est vrai que sinon, on a des plans sur des coureurs qui courent et il se passe pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un truc à faire pour enrichir un petit peu les suivis live, quoi. Pour le coup, les deux fins de course étaient quand même assez exceptionnelles, aussi bien chez les filles que chez les hommes, où tout s'est joué sur la dernière partie de course. Donc, moi, j'ai regardé le live, on en discutera tout à l'heure avec Pierre, mais et comment il a vécu cette bataille jusqu'au bout. Mais j'avoue que les 2 petites heures là de live qu'ils ont mis en ligne, c'était quand même super intéressant à suivre. Du coup, on voulait vous faire un petit point aussi sur nos petits résultats coup de cœur. Sur l'événement au global, parce qu'il y a eu quand même des grosses perfs, hein, il y a eu pas mal de densité sur les courses. Bah du coup, Nico, je reste avec toi. Qu'est-ce que t'as retenu un petit peu de cet événement? Bah, moi, je suis arrivé juste au moment de l'arrivée de l'Endurance Trail pour voir l'ami Rémi Brassac s'imposer, faire un bon retour après sa fracture de fatigue en milieu de saison. Et puis sur cette course, bah, j'ai la chance d'accompagner Agathe Bess qui l'a emporté. Elle était favorite et c'est pas toujours facile de mettre la balle au fond, mais elle l'a bien fait. Dans le même temps, quelques heures avant, son compagnon Lilian Leroy s'était imposé sur le marathon du Larzac. Lui, il revient d'une longue blessure qui l'a éloigné pendant quasiment une année un peu de la compète et il a été vraiment très solide. J'ai un peu analysé ses temps dans la partie finale, il a été très très costaud. Et au-delà de ça, c'est quand même vraiment des personnes que j'ai eu la chance de rencontrer lors de notre premier rassemblement d'Endurance Space Coaching. C'est vraiment des gens d'une grande simplicité et donc au-delà des victoires, je voulais souligner ça. Et puis ils sont tous les deux accompagnateurs en moyenne montagne. Donc si vous cherchez des gens pour vos stages, vos séjours à la montagne, vous pouvez les contacter, vous serez super bien encadré. Et puis l'autre élément, c'est ouais vraiment la masterclass quand même de Sylvain Cachard sur le marathon d'Écosse qui a dominé de la tête et des épaules en montrant que je pense que c'est quand même un des coureurs vraiment complet dans le sens où je pense que le marathon d'Écosse c'est vraiment une course où il faut savoir un petit peu tout faire. Et c'est vrai que sur 2h30, 3 heures, ben, on voit qu'il y a quand même pas grand monde pour le battre, à part sur des courses de top niveau international, type les Golden. Donc ouais, vraiment impressionnant à voir. Et puis avec une forme de maturité, de contrôle. Voilà, il s'est pas affolé dans la première bosse quand c'est parti vite. Non, vraiment heureux de voir un Sylvain qui, après des championnats du monde qui sont terminés avec une 9e place, a beaucoup de confiance pour l'avenir. Donc on lui souhaite le meilleur pour les saisons à venir. Pour moi, c'est difficile de dire autre chose que Pierre Livache, hein, parce que personnellement, je le voyais peut-être faire une bonne course, je sais pas, un top 20, voire un top 10, mais là, bah, quelle claque quand j'ai su que, enfin, en regardant mon téléphone avant la salvage, j'ai vu qu'il était en tête, on m'avait envoyé un petit message, j'étais vraiment bah, sur le cul, c'était assez ouf. Et puis, la veille aussi, sur le groupe WhatsApp qu'on a ensemble, j'avais vanné en disant que les mondiaux avaient été une bonne course de prépa. Quand on voit les perfs du week-end avec Baptiste Chassagne bah, qui a remporté la diagonale, Sylvain qui a remporté le marathon d'Écosse et les deux ils font une énorme perf et du coup j'avais dit à Matt bon bah demain c'est ton tour, donc voilà, on a l'impression que les mondiaux étaient une bonne course de prépa pour que ça soit la Diag ou pour les courses des Templiers. J'enchaîne parce que Mathieu il a pas trop bossé, il va me piquer mes perfs sinon. Moi j'ai retenu pas mal de choses. La perf de Jules Mongelat, petit auto-promo pour la Colibri Academy. Jules qui fait vraiment une super course sur le marathon d'Écosse, qui fait 8e au scratch et premier espoir et qui était au fight pour le top 5 jusqu'à la toute fin. Donc voilà, énorme progression de Jules cette année et très heureux de le voir performer sur un format qui a priori n'est pas son format de prédilection et ça devient un coureur vraiment très complet qui peut performer partout et au final c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les tout meilleurs ils arrivent à performer partout, donc très content pour lui. Thibert de Bizet aussi sur le marathon d'Écosse qui fait deuxième juste derrière Sylvain, lui qu'on avait découvert au France de Trail l'an passé, qui a progressé vraiment à vitesse grand V
cette année et qui va être à suivre de très très près à mon avis pour dans les mois qui arrivent. Je l'ai dit, la perf de Marie Goncalves sur le Grand Trail qui claque un sub 8 heures. On savait qu'elle allait être forte, on savait qu'elle connaissait très bien le terrain, mais l'avoir claqué un sub 8 heures et à taux fret avec Kathleen jusqu'au bout, c'était vraiment impressionnant à suivre. La perf de Matt, bien sûr, je mentirais si je disais que je m'y attendais. Je savais qu'il pouvait sortir un gros top 10, mais de là à faire un top 5 et sub 7 heures sur un format comme ça, avec une prépa, une petite prépa, franchement, c'est assez impressionnant. Donc, bravo à Matt pour ça. La performance de Julie Lelong qui gagne le marathon d'Écosse, qui a explosé la course féminine, qui remporte la course en 3h06, seulement 30 minutes après Sylvain, et qui relègue surtout ses concurrentes à 12 et 24 minutes. Donc très grosse perte de Julie Lelong qui fait sa meilleure cotation ITRA. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Sylvain a quand même coté à 945 sur ITRA, là, sur le marathon d'Écosse. Et puis les perfs de deux petits juniors. Il y avait une nouvelle course cette année au Templier, c'est la Junior Trail. En gros, ça reprenait le parcours de la VO2 Trail, mais c'était dédié uniquement aux juniors. Et là, on a vu les perfs de Flavien Brulin et Charlotte Bringuet qui l'ont emporté tous les deux, chez les hommes et chez les femmes. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on peut comparer les chronos avec le parcours de la VO2. Et ils auraient fait respectivement 5e pour Flavien et 6e pour Charlotte sur la VO2. Donc c'est du très solide et du très prometteur. Eux qui sont uniquement J2, Junior 2. Donc c'est des athlètes que je vais suivre de très près. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu as retenu ? Mais oui, j'ai voulu travailler, puis je me connecte, t'as déjà pris tous les résultats du week-end, donc comment veux-tu que je sélectionne des performances ? Et moi, j'ai bien vu la confirmation de Clément Lalba, malheureusement sur une course sans trop de confrontation pour lui. Celui qui nous vient du vélo, il a fait quand même un sacré chrono sur la Bofi 50 et qui a été scoré à plus de 900 par ITRA et, attention, 840 par UTMB. Sans commentaire pour les cotations sur cet événement. Faut qu'on arrête de regarder ça, ça devient n'importe quoi. Et puis, en tout cas, Clément, il a bien confirmé qu'il avait fait une belle transition vers le trail cette année et que il fallait l'attendre. Petite anecdote aussi qui n'est pas spécialement un coup de cœur, mais on a repéré quand même dans les résultats la victoire sur le 12 km du cycliste professionnel néo-zélandais George Bennett. Qui est le compagnon de Kathleen. Ceci ne nous regarde pas. On a fait nos petites perfs coup de cœur et puis on vient de voir Pierre Livage qui vient de nous rejoindre. Donc on va l'accueillir tout de suite et puis on va parler un petit peu de sa course. Pierre, merci beaucoup d'être là et de prendre du temps pendant tes vacances. Encore bravo pour ta performance. On en sait déjà un petit peu plus sur toi après les nombreuses recherches faites sur le net et puis on a une source sûre qui fait partie de l'équipe avec Théo tu nous diras un petit peu comment il est intervenu avec toi Théo. Mais on va quand même te demander de te présenter un petit peu parce que pour nos auditeurs auditrices qui connaîtraient pas, Pierre Livache, c'est qui ? Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans le podcast. Ça me fait très plaisir d'être là parce que je vous écoute habituellement quand je fais la route pour les terrils sur le voyage aller. Le voyage retour, je suis souvent un peu carbo, donc j'écoute plutôt les recos musique. Mais ouais, très content d'être de votre côté aujourd'hui. Et puis, bravo à Alex, Théo et Mathieu. Vous êtes aussi finishers des Templiers avec des beaux chronos respectivement. Donc, bravo à tous. Et puis Pierre qui suis-je? Pierre, 31 ans, j'habite comme vous avez pu le voir à Lille, donc dans une région qui est pas ultra propice à la pratique du trail, en tout cas dans un objectif de performance. Bon, comme quoi tout est possible. Et ça fait moi je me suis mis à la course à pied en fait il y a 6-7 ans. J'avais un peu pratiqué quand j'étais jeune, mais et puis j'ai touché à pas mal de sports quand j'étais jeune, mais après j'ai arrêté pour les études. Et je m'y suis remis je me suis mis à la course à pied quand je suis arrivé en terre lilloise. Et puis ça fait maintenant 4 ans que je pratique de manière un peu plus assidue, 2 ans de manière encadrée puisque effectivement je suis suivi par Pierre Arnaud depuis 2 ans. Et puis ouais, effectivement depuis cette année le mois d'avril également un suivi en prep physique et muscu de la part de Théo. Voilà, suite à une période de blessure pour moi en début d'année qui m'a forcé à me poser des questions et puis à remettre en question ma pratique et à voir comment je pouvais m'améliorer
et faire différemment. Ouais, du coup, donc ton entraîneur, c'est Pierre-Arnaud Bourguignol, qui est le même entraîneur que Théo, donc la mise en contact a été facile. D'ailleurs, il a été très sympa puisqu'il nous a partagé un petit peu en exclusivité les coulisses de ta prépa. Et je crois que Théo, il a analysé un petit peu ça de plus près et il va nous en parler un petit peu. Yes, bah déjà, merci à Pierre de prendre le temps pendant ses vacances. Tu dois être bien sollicité, donc c'est vraiment hyper appréciable de t'avoir aujourd'hui. Et du coup, je me permets de résumer le message de PA, qui est coach chez 2EP, parce que c'était beaucoup trop long, donc j'ai fait un résumé, on détaillera un peu plus tard. Mais Pierre, n'hésite pas à me corriger s'il y a des petites coquilles. Yes. Pierre, tu as débuté le coaching avec PA en décembre 2023 pour préparer le marathon de Paris avant de passer un peu plus sur le trail. Et puis, bon, en 2024, tu fais quand même déjà des beaux chronos de référence avec un 32-20 sur 10 km, 1h09 au semi, 2h23 quand même au marathon de Paris. Et puis ensuite, tu es passé sur le trail long où tu as gagné le 70 km de Luchon, puis le 100 km du Luchon en Eto Trail. Et en octobre 2024, tu es devenu De papa. l'Infernal des Vosges. Ah, l'Infernal des Vosges, pardon. Ouais. En octobre, tu es devenu papa et tu as quand même fait pas mal de volume, hein, parce que tu avais cumulé à peu près 3700 km à pied, 3000 à vélo et pour un total de 73 000 de dénivelé. Et puis, début 2025, ta prépa était un petit peu perturbée parce que tu as un TFL qui freine ta préparation pour l'éco-trail. Et du coup, tu es passé un petit peu plus sur le vélo en reprenant la course à pied progressivement. Du coup, PA, il m'a dit que les stats de janvier à juin, c'était environ 1000 km de course à pied, environ 2000 à vélo. Et puis, t'as sorti de 2 heures à partir de mi-mai, donc c'est quand même assez tard. Et puis, tu as fait ton retour à la compète en juillet sur l'UT4M en Chartreuse, le 40 km, où tu termines troisième. Et puis, du coup, cet été, tu as passé pas mal de temps, par contre, à la montagne, avec un stage en alpinisme, et puis aussi une reco des Templiers en septembre. Et du coup, voilà, on voit qu'en 2025, tu as réussi à performer avec un volume en course à pied qui reste assez faible parce que du 1er janvier 2025 au Templier, tu as couru entre guillemets que 2500 km. Et du coup, voilà, PA il disait que c'était quand même une saison qui a été gérée avec une reprise assez intelligente, construite autour de la patience et de la constance, et puis avec un retour progressif vers cet objectif final en fin de saison. C'est bon, c'est bien résumé, Pierre? Ouais, très correct. Juste une petite anecdote pour situer, parce que je sais pas si ça parle à tous nos auditeurs, mais 2500 km, c'est quand même pas énorme, hein. Je viens de regarder mes stats, j'ai fait 4005. Et malgré les 2000 km de plus, j'aurais fini très 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 loin de Pierre si j'avais pris part au Templier. Bah justement, Pierre, il va nous parler un petit peu de comment il s'est préparé et comment il se prépare surtout dans le nord à Lille. Parce qu'il y a assez peu de kilomètres, mais il y a aussi assez peu de dénivelé finalement, parce que quand on voit ton ratio, 73 000 mètres de dénivelé, c'est quand même pas énorme. Toi, raconte-nous un petit peu comment tu as réussi à te préparer, surtout comment tu t'es remis un petit peu de ton TFL, et est-ce que quand tu es arrivé au Templier, t'étais confiant et t'étais persuadé que tu pouvais faire quelque chose de grand? Ouais, et ben effectivement, ouais, début d'année, là, j'étais en plein pic de forme au mois de janvier, en début de prépa pour l'école trail de Paris. C'est comme Théo l'a dit, j'avais été papa 4 mois plus tôt, donc c'était le moment où je montais la charge et puis je dormais à minuit, se raccourcissait, enfin ne montait plus. Enfin voilà, ça a fait quand même une mauvaise alchimie qui a mené à cette blessure. Et donc ouais, comme je disais, en fait, cette blessure m'a forcé à me reposer des questions. Donc tu vois, j'ai commencé le suivi avec Théo début avril, je crois, ou mi-avril. Je me suis mis à faire des choses que j'avais jamais faites par le passé, comme, enfin, du coup, un gros travail un gros travail de muscu notamment, avec du passage à la salle à partir de, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé à la salle, Théo, mais à partir de début juin, je pense. Et puis aussi, moi, j'avais, aussi un gros travail de mobilité. Enfin voilà, plusieurs fois par semaine le matin où je prends 10-15 minutes pour faire des exercices de mobilité. Moi, c'est surtout au niveau du bassin que c'était restreignant. Donc voilà, je sens que en fait, c'est des petits trucs des petits trucs en plus qui m'ont permis peut-être de contrecarrer des faiblesses que je pouvais avoir. Et puis après, comment on s'entraîne dans le Nord en fait, après, je pense que moi, ma qualité aussi par rapport à mon terrain, c'est que j'ai la capacité de travailler à plat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours travaillé dans la prépa. Je fais notamment des séances
avec mon club qui est plutôt un club, enfin qui est une section route, mais voilà, ou avec du gros niveau, mais voilà, du coup je fais les séances avec eux, donc ça je sens que dans la prépa templier aussi ça m'a bien permis, enfin j'étais bien à l'aise sur des allures qui sont quand même assez, enfin pas trop lentes, et puis après dans le Nord quand on veut faire du dénivelé, faut être un peu besogneux à la tâche et faut faire un peu de route puisque du coup il y a 40 minutes de route pour aller jusque sur les terrils, le célèbre terril de Los Angeles sur le stade Bollard quand on est en haut. Enfin voilà, c'est une bosse qui fait 100 mètres de D+. Donc il y a quand même moyen de s'envoyer des séances, hein, parce que on a fait les splits templiers par là-bas avec Pierre Arnaud. Donc voilà. Et puis après moi j'ai eu la chance aussi, c'est ce que j'ai déjà dit cette année. En fait, je suis accompagné par mon entreprise qui m'a libéré 20% de mon temps de travail pour m'entraîner. Donc ça c'est une super opportunité. Et donc ça m'a permis de pouvoir aller me rendre en montagne sur des moments clés. Donc j'avais été faire la reco du T4M sur le mois de juin et j'ai effectivement passé beaucoup de temps en montagne sur le mois d'août entre cet aménagement et entre mes vacances. Et puis derrière j'étais venu faire la reco du parcours il y a un mois. Donc ça pareil, ça m'avait permis, ça m'avait donné des bons points de repère et ça m'avait donné des bons points de repère dans ma prépa. Et après pour répondre à ta question par rapport aux prétentions que j'avais avant la course. Moi, j'avais fait mon plan de course dans une fourchette allant de 6h55 à 7h25. Donc en fait, je m'étais dit, et ça c'était aussi, mon plan de course, je l'avais fait suite à la reco que j'avais faite il y a un mois. Et je savais, enfin, je m'étais dit que si les planètes étaient alignées, je pouvais faire 6h55, je pouvais aller chercher moins de 7h. Et donc je savais très bien que moins de 7h, ça allait me placer top 5, top 3 selon les éditions. Donc je me laissais j'en faisais pas un objectif en soi, mais je me laissais l'opportunité de me dire bon si tu es dans un bon jour, si les planètes sont alignées, c'est quelque chose qui est envisageable. Et après, j'étais dans encore un plus grand jour que ce que j'avais prévu, parce que je fais 10 minutes de moins que le meilleur temps que j'avais estimé. Mais voilà, je m'étais pas fermé la porte à que ça puisse très bien se passer pour moi dimanche dernier. Ouais, justement, je pense que c'est ce qui a fait aussi que t'as réussi ta course. J'ai entendu quelque chose dans l'une des interviews à l'arrivée où tu disais que tu t'autorisais le droit de rêver. Et en fait, on a l'impression que t'es venu un peu avec ton plan, avec ta stratégie, et que tu te posais pas forcément la question de qui était à côté de toi, et juste t'as couru un peu à l'instinct, et puis forcément t'as eu la chance de tomber sur le jour idéal. Juste raconte-nous un petit peu quelle était ta stratégie de course et comment elle a évolué au fil des kilomètres. T'es quand même parti assez offensif, t'étais déjà 8e au premier pointage. Moi, déjà, comment ça s'est passé? Et puis, raconte-nous quand t'as pris la tête de la course, dans quel état d'esprit tu t'es retrouvé? Je disais, ouais, je savais déjà que la première partie de parcours me correspondait mieux à mes qualités, avec des longues portions roulantes. Donc, j'avais un peu regardé effectivement les chronos des années passées. Je savais que si je le souhaitais, je pouvais arriver avec la tête de course à Saint-André-de-Bézines sans forcément me mettre trop dans le rouge. Malgré tout, la stratégie, ça avait été de me dire, en fait, oui, c'est ta force sur le premier parcours, mais serre-toi-en pour arriver le plus frais possible à mi-course, pour justement plus de jus que les autres. Essayer d'appliquer effectivement le départ de course. Forcément, moi, je suis sur une course qui me fait rêver, au milieu des gars que je vois d'habitude sur les réseaux. Donc c'est un peu grisant au début, donc forcément. Et puis au début de la course, en fait, c'était en haut de la première bosse avec le groupe de tête, mais sans non plus trop me mettre dans le rouge. Et après, c'est sur le premier plateau, sur le Causse Noir, où en fait ça a relancé devant. Et moi, je me suis dit là, laisse partir, grille pas de cartouche tout de suite. Donc j'ai laissé partir le groupe de tête. J'ai fait la descente de Perlot, je l'ai faite prudente. Parce que moi j'ai des antécédents d'entorse de cheville qui allaient quand même piéger cette descente, qu'il faisait noir, donc je me suis dit fais attention. Et en fait, c'est une fois que je suis arrivé après la montée du Rosier, sur le Causse Noir, là où j'ai commencé à reprendre du monde sur la partie plate. Et puis ouais, j'arrive à Saint-André-de-Bézines, j'arrive 12 ou 13e, je crois, mais à quelques minutes de la tête. Et en fait, là, facilement derrière jusqu'à Rochsalt, je reprends, Roch-Alpes, pardon, je reprends 4-5 personnes, mais tout en étant facile, quoi, sans forcer. Et là, je commence à me dire, je me sens frais à ce moment-là, et je me dis, les jambes sont bonnes, je reprends sans forcer. Il se passe peut-être quelque chose. Et là, à ce moment-là, je suis 6 ou 7e, je crois. C'est le moment où je retrouve
Gio que le Finlandais qui finit 2. Et en fait, derrière, on se suit, on s'accompagne ensemble dans une folle remontée. On reprend tout le monde un à un. Moi, quand je vois, quand dans la montée de la Salvage, je reprends Azizi Achou et Hugo Deck. Je me dis, bon, putain, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est Hugo Deck que je suis en train de passer et que 2 minutes plus tard, je le vois plus derrière moi. Donc voilà, je commence à me dire, putain, c'est un peu fou ce qui se passe, mais j'ai essayé malgré tout ça, de pas me laisser déborder par les émotions pour rester concentré sur moi, sur ma course, et puis en me disant, bah voilà, effectivement, à ce moment-là, j'étais à l'instinct, et je me disais, dans ton rythme, en fait, t'es plus fort que les autres, donc force pas, reste dans ton rythme, et puis on remonte comme ça. Après, entre la Salvage et Mas de Bruy, on prend Seb Speller et Simon Pacard. On fait un bout de temps avec Simon, et puis dès que ça remonte, en fait, on le lâche. Et puis en arrivant au ravito de Mas de Bruy, on reprend Antoine Thieria. Et puis voilà, en fait, à ce moment-là, je suis avec Gio qui, il descendait mieux que moi, donc je laisse un peu partir dans la descente vers Masbio, mais tout en me disant, en fait, depuis la Roque, avec lui, c'était, moi j'étais plus rapide que lui en montée, et du coup je prenais quelques secondes et lui prenait quelques secondes en descente. Donc en fait, je suis pas stressé quand je le laisse partir dans la descente. Je me dis, bon bah il va arriver 10-15 secondes avant en bas, et puis je vais pouvoir le reprendre à Masbio. Et puis voilà, effectivement, j'arrive à Masbio dans cet état d'esprit, et c'est marrant parce que les gens qui étaient sur le bord du parcours à Masbio et avec qui il y a notamment des collègues de Décathlon qui étaient là et puis j'ai pu en discuter depuis. Ils m'ont dit, en fait, on a vu dans ton regard à Masbio que t'allais le bouffer, quoi. T'avais un regard déterminé. Et effectivement, je le reprends assez tôt dans la montée. Et puis une fois que je le dépasse, donc il y a quand même voilà, on avait quand même passé une bonne partie de la journée ensemble, donc c'est quand même sympa comme moment. Et puis une fois que je le passe, je me dis, bon bah maintenant faut faire le trou. Donc j'appuie un peu dans la bosse, et puis j'essaye de bien relancer à plat, de bien relancer aussi après le cadre. Là, il y a une partie une partie assez roulante où j'essaye de bien appuyer. Et puis après passer ça, c'est mode survie activé. La montée du Puncho, vous l'avez tous fait ici, c'est un enfer sans nom. Moi, j'arrive là-haut, j'ai la tête qui tourne, je vois un peu flou. Et puis voilà. Après, en fait, mais du coup, je me suis jamais trop posé de questions, et je savais que Gio était pas loin derrière. Donc en fait, je me suis jamais projeté sur la victoire avant d'arriver au-dessus du village. Donc ce qui a permis aussi que je me laisse pas déborder par les émotions. Mais voilà, j'ai du coup essayé au maximum de rester le plus longtemps possible concentré sur moi et concentré sur la course. Pour ceux qui n'ont pas vu le replay du live, tu tombes 2 fois dans la dernière descente, et donc là tout le monde panique un peu. On se dit non mais il va se faire reprendre, parce qu'il y avait vraiment pas d'écart, il y a moins d'1 minute avec le Finlandais, et à un moment sur ta première chute, on te voit un peu rester un peu hagard au bord du chemin. Tu regardes le caméraman et tu te dis comme si tu te demandais où est-ce que tu étais à ce moment-là, et du coup même... Bah, je regarde la vue, c'est pas mal quand même. ouais, tu peux te permettre en plus. La vue était belle. Mais oui, c'était impressionnant de te voir dans des Masbio en fait partir, essayer de lâcher le Finlandais et mettre une énorme attaque, et on a vu aussi que tu te ravitaillais aussi beaucoup. J'imagine que tu étais vraiment à la limite. Ça devait être assez éprouvant cette fin de course. Ouais, j'étais moi à Masbio et tout quand Pierre arrive. Et je le vois tellement déterminé là en sortant du ravitaillement que je courais un peu à côté de lui. Je disais calme-toi, Pierre, c'est long la montée et tout. Parce que là, je me suis dit, le gars, il est tellement dans l'euphorie d'aller chercher devant. Ça m'est déjà arrivé. En fait, souvent pendant 10 minutes, ça va. Puis après, tu te retrouves dans le plus raide de la montée et ça coince un peu. Du coup, mais il a bien réussi. Il a mis ce petit coup de gaz. Il est revenu. Et après, je pense qu'il a vraiment couru intelligemment pour lâcher petit à petit, mais sans tirer trop de cartouches parce que c'était important aussi de gérer. Il reste plus d'1 heure de course à ce moment-là, donc il faut aussi pas tout mettre dès le pied de Masbio, quoi. Surtout que tu mets une attaque, mais le Finlandais lâche pas tant que ça au final. Non, après je mets une attaque, oui et non. Je monte. Enfin, au moment où je le passe, je me dis effectivement, mets-en un petit peu tout de suite pour essayer de faire un petit écart. Effectivement, j'ai revu les images du live. Il tient un bout de temps, mais après je monte surtout à mon rythme. Parce qu'effectivement, en arrivant à Masbio, je me dis quand même, il reste 1h10, 1h15 de course.
oui c'est la fin, mais oui c'est encore long et tu sais ce qui t'attend et donc enfin voilà, faut pas non plus avancer comme un abruti en début de montée. Il y a eu effectivement les bons conseils de Nico. Alors moi il y avait un petit justement il y avait les collègues de D4 qui étaient là à Masbio, donc prendre leurs encouragements, je suis monté au seuil tout de suite au cardio. Mais effectivement il a fallu rester calme. Mais bon, au bout d'un moment, en fait, sur la fin, quand j'arrive au CAD, je suis quand même déjà en mode dans ma bulle. Un peu mes proches, là, ma famille qui était là, ils m'ont dit on avait l'impression de te voir sur la fin du marathon de Paris où t'es en mode t'as débranché le cerveau et t'essayes juste de maintenir l'allure et de mettre un pied devant l'autre. Et enfin voilà, j'étais effectivement un peu dans ce mindset là sur la fin à me dire bon bah ça va bientôt être fini, faut tenir le plus longtemps possible. Bah, du coup, tu finis avec une grosse trentaine de secondes d'avance, je crois, sur le Finlandais. Nico, peut-être tu me contrediras, mais je me souviens pas avoir connu pareil suspense, notamment, je pense, dans les 10 dernières années sur un final des Templiers. C'était beau à voir. Clairement, il n'y a jamais eu d'écart aussi faible, je crois, à l'arrivée chez les hommes. Et l'année peut-être la plus proche, c'était 2018 quand je m'étais bataillé avec Seb Speller, mais il n'y avait pas eu du tout cette bataille aussi serrée. Seb avait pris un peu de l'avance, puis j'étais un peu revenu sur la fin, mais c'était pas du tout la bataille, puisque là, bah, on a parlé du CAD, enfin de la montée du CAD, et après, moi j'ai coupé un petit peu pour aller voir dans la Puncho un peu avant le sommet, là, on va dire. Avant, pour ceux qui connaissent, juste après le passage très raide là entre les cailloux, il faut presque mettre les mains. Et là, il y avait une 10 entre Pierre et Juho, donc c'était vraiment la grosse bataille. Et voilà, je lui ai dit bon allez c'est bon, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que il y a cette dernière descente qui est quand même scabreuse, très raide. Cette année en plus c'était sec, j'avais l'impression que ça glissait encore plus que certaines années où des fois quand c'est un peu humide, il y a un peu plus de cohésion du sol. Et du coup, tu peux aussi perdre du temps si jamais tu crampes, si jamais bah, une chute qui Ouais. se passe pas très bien. Donc, c'est vrai que après, en coupant, j'ai réussi à voir Pierre juste avant qu'il coupe la route, là vers 1,5 km de l'arrivée. Et là, ouais, Yu était vraiment pas loin et c'était suffisant pour gagner sans qu'il y ait trop de risques. Mais je pensais à, ouais, si jamais il a des crampes dans cette dernière partie quand tu cours vite, bah, tu peux te faire passer vraiment au tout dernier moment. Donc, c'était un peu en mode, parce qu'on est toujours un peu chauvin, de te dire, ouais, j'espère qu'il va rien se passer, qu'il va pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée. Donc c'était vraiment sympa de voir ça et de voir un peu, je pense que c'est un peu la magie de notre sport, mais sans te faire offense Pierre, mais un peu un inconnu qui vient gagner une des plus grandes courses du calendrier. C'est vrai que notre sport permet ça, parce que dans d'autres sports, ben, si t'es pas dans les bonnes équipes, par exemple dans le vélo, tu pourras jamais faire ça, quoi. Ouais, bon, et puis par rapport à la dernière descente, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, j'arrive en haut du poncho, pas du tout lucide, et le début de la descente est effectivement ultra technique, et là, ça a glissé beaucoup cette année, et donc j'ai des appuis qui sont pas du tout bons, et ce qui se passe, c'est que dès que je glisse un peu, je me mets à cramper des mollets. Donc quand je suis au sol, qu'on voit sur la vidéo, c'est parce que il y a le caméraman, caméra runner qui me parle à ce moment-là, lui, je pense qu'il était aussi un peu chauvin. Il m'a proposé d'étirer mes crampes et je lui ai dit bah je pense que t'as pas le droit. Donc enfin, voilà, c'était le moment où j'essayais de faire passer mes crampes comme je pouvais pour pouvoir repartir le plus vite possible. Ouais, ce qui est beau aussi, c'est que au-delà du fait qu'on ne te connaisse pas, c'est que finalement, tu as aussi assez peu d'expérience sur ces formats-là et à haut niveau. Et moi, je trouve ça encore plus impressionnant le fait d'arriver à remporter une course aussi dense, aussi dure physiquement, sans véritablement une grosse expérience. Donc, je trouve que c'est encore. On pourrait faire la comparaison avec Vincent Bouillard, qu'on connaissait pas, mais qui avait quand même fait peut-être 1 ou 200 miles. Mais moi, je trouve que ta perf, elle est presque encore plus impressionnante quand on voit la difficulté de cette course et la difficulté à jouer devant, surtout avec un plateau aussi dense, quoi. Merci. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que nous a décrit Pierre, c'est que si on compare avec un des coureurs qui a terminé sur le podium, Antoine Thieria, je pense que la différence physique entre les deux, elle est pas si grande sur cette course. Mais je pense que la vraie diff, c'est que Pierre, il a peut-être su mieux répartir son effort, plus rester en contrôle, ne pas rentrer trop tôt dans la course. Et je suis bien placé pour en parler parce que l'année dernière, c'est exactement l'erreur que j'avais fait. Mais il a décrit le fait que vers Rock Altes, là, il doublait beaucoup. Et moi, l'année dernière aussi, j'ai doublé beaucoup.
Mais la grosse différence, c'est que je me sentais déjà marqué, alors que Pierre, il a décrit, je me sens encore bien, je double. Et en fait, c'est vraiment ça la clé, c'est que faut forcément pour gagner cette course-là, on peut pas arriver trop loin à la roque, mais en fait, il faut arriver à la roque placée sans avoir tiré de cartouche. Et c'est ça la vraie difficulté. Et je pense que c'est peut-être ça que Pierre a su un peu mieux faire que certains autres coureurs. Voilà, je pense que honnêtement, il y a un coureur peut-être qui semblait peut-être le plus fort dimanche dernier, c'était Hugo Deck, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Il s'est fait une entorse dans la descente de la roque. Et c'est vrai que ouais, là, c'est la leçon de pacing un petit peu de Pierre qui a su bien répartir son effort et porter les stockades au bon moment, pas trop loin de l'arrivée pour pas payer des fois ses accélérations quand on les fait trop tôt. Donc, un immense bravo à toi. Je rebondis sans s'affoler, et comme tu l'as dit, c'est intéressant. Tu dis ne jamais te laisser te faire prendre par tes émotions. Et à contrario d'un Simon Paccard qui est aussi très fort et qui a dit qu'il pouvait faire beaucoup mieux, qui lui s'est laissé un petit peu avoir par le fait d'être en tête de course et d'en mettre beaucoup trop après la roque. Et ben toi, t'es pas tombé dans ce piège-là, peut-être aussi du fait d'être un petit peu inconnu et pas attendu. Donc en tout cas, ouais, encore plus bravo d'avoir réussi. Souvent, c'est ça le plus compliqué, c'est de pas se laisser faire avoir par ces émotions qui arrivent. Donc ouais, chapeau. Merci les gars. Un petit mot, un peu d'auto-promo normalement sur le podcast Récap, du coup, qui est forcément en lien avec notre structure Cap. On va faire un petit hors-série où on va inviter Pierre et du coup Pierre Arnaud aussi Bourgognol pour faire un petit débrief à 3 de la prépa. Donc pour ceux qui sont un peu geeks des données et qui veulent savoir un peu ce qui s'est passé, on essaiera de rentrer un peu dans les détails. Donc on enregistre ça normalement semaine prochaine. Ça devrait sortir d'ici peut-être 10 jours en fonction de nos dispos. Pierre, ça va être quoi la suite pour toi en termes de projection sur les dossards et aussi peut-être de temps de travail? Est-ce que le 80% te suffit et tu penses que c'est un bon équilibre, ou est-ce que tu aurais peut-être envie de peut-être de encore un peu moins travailler pour te permettre de plus t'entraîner? Ça va être quoi la suite? Ouais, ça va être des questions à se poser là sur le mois de novembre. Je pense que je vais prendre le temps sur novembre de poser toutes ces réflexions et prendre le temps aussi de rencontrer du monde pour prendre les meilleures décisions. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette année, je suis très fier d'avoir réussi à faire ce que j'ai fait, effectivement avec un 20% détaché, mais aussi sans être accompagné financièrement. Enfin, j'étais mes propres sponsors cette année. Et du coup, ça a engendré par moments des choix et des contraintes sur d'autres choses. Donc voilà, je suis content que ça débouche sur ça, parce que c'est avant tout par passion que je pratique, mais on sait tous que le trail, c'est aussi un sport qui peut coûter un peu. Voilà, ça a été des choix que j'ai dû faire, et du coup je suis heureux que ça résulte de cette manière. Donc on verra pour l'organisation pro sportif pour l'année, les années à venir. C'est des réflexions que je vais poser. Et puis le calendrier aussi, ça c'est aussi pas encore ultra clair pour moi aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je pense que j'ai envie, j'avais déjà envie, et ça me conforte encore plus, d'aller sur les France en mars, fin mars. Donc voilà, du coup ça, déjà le début de saison, il semble déjà un peu planifié, parce qu'il y a aussi une course de prépa qu'il faudra faire d'ici là, une course de qualif qu'il faudra faire d'ici là. Sur les France de trail long, du coup, pour peut-être tenter la qualif en équipe de France? Ouais, déjà me confronter à l'élite nationale, et puis effectivement derrière, pourquoi pas continuer à s'autoriser à arriver et aller chercher une qualif pour les France. Ça on verra, mais effectivement je pense que du coup début de saison peut-être sera orienté là-dessus, et puis après ça sera à définir. Je me ferme pas la porte de revenir sur les Templiers en fin d'année, mais voilà, c'est encore un peu flou pour moi pour le moment, et je pense que d'ici novembre-décembre, ça va se clarifier. Je suis curieux de savoir à quel point tu as été sollicité, que ce soit d'un point de vue média ou d'un point de vue marque,
quand on gagne les Templiers, qu'on sort de nulle part une semaine après, est-ce qu'on a réellement été beaucoup sollicité ou pas? Ouais, puis même un peu le téléphone, il a bien chauffé, hein, surtout les 2-3 premiers jours. Donc oui, il y a des sollicitations. J'ai rendu fier mes parents en étant en faisant la une des pages de sport du journal local. Donc oui, il y a des sollicitations. Après, là, j'ai l'avantage d'être en vacances, donc ça me permet aussi d'essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, même si c'est pas évident. Mais voilà. Top. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. On te souhaite de bien profiter de tes vacances, de bien savourer cette magnifique victoire. Et puis, on espère te retrouver très vite et peut-être qu'on se croisera tous aux France et ce sera avec grand plaisir, en tout cas. Donc, merci beaucoup, Pierre. Allez, merci beaucoup pour l'invitation et bonne journée à tous. À bientôt. Salut, ciao. Salut Pierre, Salut. ciao. Salut Pierre. Allez, pour conclure cette page Templier, on a voulu vous faire un petit retour perso sur ce qu'on a pensé de l'événement au global et de l'ambiance sur ce week-end. Et je commence tout de suite avec Théo. Du coup, cette année, c'était pas la surprise parce que c'était la deuxième fois sur l'événement, mais j'ai encore pris beaucoup de plaisir sur le festival. L'orga, elle est vraiment carrée, il n'y a pas de question sur le balisage dans la course, c'est vraiment hyper propre, même le retrait des dossards, c'est hyper pro, c'est bien rodé, il n'y a pas trop de queue malgré le nombre de participants. Par contre, un petit bémol, c'est le fait d'avoir rajouté, je crois, quasiment 3000 dossards par rapport à 2024. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Il y avait quasiment 13 000 coureurs au total. Donc, si on rajoute tous les accompagnants, ça fait vraiment une masse de personnes qui sont présentes qui est vraiment énorme. Et niveau transport, c'est assez difficile pour se garer, notamment dans la journée. Franchement, c'était un maxi bazar. Moi, j'ai essayé de me garer samedi vers 13-14 heures. Voilà, franchement, c'était une galère. Nous, on logeait à 10 minutes de voiture. Et au final, pour aller sur la ligne de départ, c'était quasiment 45 minutes ou 1 heure pour arriver. Donc, ça complexifie pas mal les déplacements. Le salon en mode Ikea, j'avoue que moi je suis pas hyper fan, beaucoup de bibelots et des petites conneries à vendre, mais bon, on va dire que c'est le monde du business, donc moi je suis vite passé. Et puis il y a aussi le fait d'avoir beaucoup trop de formats. Franchement, il y a 3 formats aux alentours des 30. Moi qui ai quand même, je pense, l'habitude de suivre les courses, je me suis perdu dans les distances, les dénivelés, les heures de départ et tout, etc. Je pense que ça serait plus simple de clarifier, peut-être faire un 10, un 20, un 30, un 40, 60, 80 et 100 peut-être pour que ça plaise à tout le monde. Mais là, il y a trop de formats qui se rapprochent. Et puis les fins aussi, c'est pas du tout les mêmes sur les parcours. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à retenir qui descend du CAD, qui va au Puncho, par où, etc. Il y a quand même 3 options pour aller au Puncho, donc c'est quand même assez complexe. Mais quand même, l'avantage de tout ça, c'est de permettre à tout le monde de trouver une course qui lui convient, et ça permet aussi de rassembler beaucoup de monde. Et du coup, moi, j'ai retrouvé des vieux potes de l'école de kiné, et franchement, ça, c'était hyper cool. Tu vois, de parler 5 minutes, c'est quand même une bonne occasion de se recroiser. Et puis, il y a aussi des lieux magnifiques, notamment entre Saint-André-de-Vézines et La Roque sur le parcours. Je me rappelle plus de cet endroit qui a un nom assez particulier, mais franchement, c'était magnifique. Et puis, moi, ce que j'ai aussi apprécié, c'est le partenariat avec la FLD, qui était quand même bien présente dans la communication, qui était bien inscrite sur le dossard, qui faisait de la prévention sur les stands et qui a fait des contrôles aussi aux arrivées. Donc, j'ai qu'une chose à dire, vive le sport propre. Ouais, Mathieu, toi, c'est aussi quelque chose que t'as retenu, ce nouveau partenariat affirmé et assumé avec la FLD. Bah ouais, c'est cool de voir que vraiment ils investissent pour un sport propre et que il y a de plus en plus de contrôles. Et ouais, il y a tout le top 10, l'intégralité du top 10 à l'arrivée qui a été contrôlée, plus même quelques personnes en dehors de ce top 10. Donc ça, c'était vraiment sympa à voir que c'est une orga qui met des primes mais qui en plus met les moyens pour essayer de récompenser des sportifs propres. Donc ça, c'est cool. Et sinon, globalement, mon retour sur l'événement, le samedi, je suis resté quand même tranquillement au logement, mais apparemment, c'était vraiment n'importe quoi pour accéder à l'aire d'arrivée, des bouchons interminables. Et là, je pense que, ouais, comme Théo l'a souligné, on arrive vraiment à une saturation et que 15 courses, ça devient un petit peu absurde pour la course qui revendique d'être un des pionniers du trail et d'avoir l'esprit américain. Pour le coup, il commence vraiment à s'en éloigner de l'esprit intimiste de beaucoup de courses aux US. Et sinon, globalement, sur ma course de dimanche, j'ai vraiment pris du plaisir. J'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de monde au bord des sentiers et j'ai reçu vraiment beaucoup d'encouragement. Donc ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment sympa à vivre. Et après, j'ai un petit coup de gueule, ça serait peut-être sur les primes de course. Pourquoi s'entêter à mettre des primes sur le 100 km alors que le format majeur c'est le 80 km, et surtout pourquoi distribuer plus d'argent sur le 100 km alors que ça fait plusieurs années que sur le marathon, ils identifient vraiment
évidemment et qu'il y a beaucoup plus de niveau sur le marathon, quitte à primer 3 courses, moi je dirais plutôt le faire sur le 18, le 40 et le 80. Ça me paraîtrait plus logique. Et puis sur le Grand Trail aussi, c'est cool de voir des vraies primes qui récompensent vraiment l'investissement qui est sur toute l'année des coureurs. Perso, je serais plus en faveur de primes un petit peu moins dégressives, un petit peu mieux réparties. Mais bon, là, ça serait craché dans la soupe. Ouais, juste pour rappel, les primes à la gagne sur le 80, c'est 10 000 et tu fais 10e, t'as 400 balles. Donc effectivement, on avait déjà parlé, je crois, l'an dernier, mais s'il pouvait avoir un peu moins de dégressivité, ça serait quand même pas mal. Nico, toi qui vas sur cet événement depuis des décennies et des décennies, toi tu l'as vu évoluer au fil du temps. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à te rendre sur cet événement ou pas? Bah moi j'ai connu 2 fois la course alors qu'elle était encore un peu plus dans le sud Aveyron au niveau de Nantes et en fait ils avaient quitté cet endroit-là déjà pour le fait d'être devenu un trop gros événement. Parce qu'on le rappelle pour ceux qui sont déjà allés, c'est un tout petit village. Et c'est vrai que, alors moi je suis un peu biaisé parce que j'ai eu la chance avec mes résultats de pouvoir être logé depuis longtemps sur le domaine de Saint-Estève, donc qui est le lieu d'arrivée. Et cette année, je n'étais pas forcément, mais j'avais la chance d'accompagner Thibaut Garivier qui lui était logé. Donc c'est vrai que quand tu es sur le lieu d'événement, t'as pas trop besoin de prendre ta voiture, notamment le samedi. C'est vrai que tu perçois moins ça, mais c'est vrai que il y a vraiment trop de monde sur la ligne d'arrivée. On comprend quand même vraiment rien, même quand t'es un expert. Tu finis par t'y perdre, tu sais pas quand est-ce que ça arrive, que t'as des moments, je suis sûr, il rate des vainqueurs, des podiums, notamment les athlètes féminines qui arrivent des fois un peu plus. Il y a eu l'arrivée de la course, donc ils guettent l'arrivée des premiers d'une course, mais après, il y a un certain temps qui s'écoule avant l'arrivée des premières féminines, et c'est vrai que c'est quand même un petit peu trop de courses, et je vous rejoins là-dessus. Après, globalement, moi, ressens moins cet esprit peut-être business qu'il y a, par exemple, on en avait parlé sur un événement comme l'UTMB, mais encore une fois, c'est peut-être beaucoup lié à ce que tu fais. Moi, je suis pas allé au salon notamment, donc c'est vrai que ça diminue sûrement cette perception. Et finalement, à Chamonix, si tu passes ta semaine à aller encourager sur les sentiers, et que tu vas pas trop dans Chamonix et que par exemple t'es logé comme ça peut être la chance nous avec Brooks à Argentière, bah c'est vrai que tu perçois moins ce côté très business. Donc je pense clairement faut à un moment donné savoir faire la part des choses, arrêter de vouloir toujours mettre plus de dossards parce que nous dans le podcast entre guillemets on a quand même un niveau sportif qui est quand même au moins au-dessus de la moyenne, donc on perçoit pas toujours les bouchons ou l'impact de courses où il y a pas mal de dossards. Mais c'est vrai que quand tu dois plus être en milieu de peloton, ça doit quand même être un peu bouchonné vu les parcours. Donc faut trouver l'équilibre. Et puis bah, vous l'avez évoqué, le dernier point très positif, c'est il y a eu énormément de contrôles, notamment avec une nouvelle technique qui, je crois, a été développée au moment des JO de Paris, avec un prélèvement juste d'une petite goutte de sang séché. Matt a fait un contrôle, donc il saura peut-être mieux nous dire. Et ça permet vraiment d'augmenter le nombre de contrôles. Et j'étais dans dans la zone d'arrivée là, au moment des Templiers, et c'est vrai que j'ai vu le listing là des membres de la FLD. C'est vrai qu'ils avaient énormément de noms, j'ai pas compté, mais je pense qu'ils avaient au moins 15, je pense tout le top 10 plus des gros coureurs qui étaient prévus au contrôle et qui ont notamment pu abandonner. Bah, c'était le cas de Thibaut Garivier qui allait faire le contrôle. Donc ouais, énormément de contrôle. Il y en avait aussi sur le marathon des Causes. Donc ça c'est le gros plus et un grand bravo à l'organisation pour tout ça. Je vais être assez critique aussi un petit peu, notamment sur la partie course. Je commence quand même à dire que c'est vraiment un événement que j'adore, mais c'est quand même la première année où il y a eu un petit pas mal de points négatifs qui je trouve ont un peu trop étaient un peu trop mis en avant, et ça m'a un peu j'ai moins profité de l'événement que les années précédentes. Et moi, ce qui m'embête un peu, c'est toujours ce décalage entre les paroles et les actes. Le samedi matin, il y avait une conférence de presse avec quelques athlètes élites, et notamment et aussi les organisateurs, et notamment Gilles Bertrand qui dit à la conférence de presse qu'il veut que son événement soit avant tout populaire et éco-responsable. Et du coup, alors pour moi, si le côté populaire, ça veut juste dire mettre énormément de monde à un même endroit au même moment, bah ça marche. Comme on a dit le samedi, où il y a exactement 10 courses.
Mais en fait, pour ceux, je pense que tout le monde se retrouve dans ce qu'on est en train de dire. Hein, tous ceux qui étaient sur la ligne d'arrivée le samedi après, en fait, on comprend rien, on s'en sort pas. Les photographes pètent un câble parce que justement ils loupent les arrivées des premiers. Il y a aucune organisation là-dessus. En fait, c'est juste un micmac de plein de courses qui arrivent au même moment et il y a plein de petites choses qui pourraient être mises en place, notamment un cordon entre les premiers qui arrivent et les autres pour que justement on puisse se mettre en avant aussi les arrivées des premiers. Là, ils arrivent au milieu de plein de coureurs, ça a pas vraiment de sens. Puis voilà, donc ça nuit complètement à la lisibilité des performances. Et puis de notre côté, pour moi, dans le populaire, il y a quand même le côté inclusivité et on le répète chaque année, mais avec l'inflation du prix des dossards où ça devient vraiment n'importe quoi, de l'inclusivité, il y en a aussi de moins en moins par rapport à ça. Et alors oui, on pourra me sortir l'argument, mais regarde tout ce que ça comprend quand t'arrives récupérer ton dossard, tu as plein de cadeaux, de super cadeaux dans le sac coureur, mais on se rend vite compte que ce qu'on retrouve dans le sac, ça c'est assez futile et inutile. Là, juste à titre d'exemple, cette année, on avait une banane, ce qu'on porte pour mettre des choses dedans, qui est complètement immonde. Il y a quand même peu de chances que des gens la portent. Et donc, je crois que c'était le cadeau pour les 3000 inscrits au Grand Trail. Donc, ça veut dire qu'ils ont sorti quand même 3000 bananes. Ce qui je trouve ça affolant. Moi je sais pas ce que je vais en faire. Et puis ils mettent toujours des petits trucs, des chips, un grand calendrier. Tous les ans ils impriment, je pense, plus de 10 000 calendriers. Pareil, alors il est très beau, hein, mais je sais pas ce que les gens en font de ce calendrier à l'avoir tous les ans. Voilà. Et puis et du coup, si c'est ça qu'on paye, alors oui, on va pas se cacher. Nous, moi en tout cas, j'ai pas payé mon dossard et tant mieux, mais si c'est ça que les gens payent dans leur dossard, pour le coup ça fait un petit peu mal et je comprends toujours pas pourquoi c'est des choses qu'on ne propose pas à l'option. Et juste et si c'était proposé à l'option, peut-être que ça permettrait d'économiser un peu sur le prix du dossard, voilà. Et puis sans oublier ce fameux t-shirt, le t-shirt qui, je trouve ça encore fou alors du coup on prétend, Gilles prétend que l'événement est un événement éco-responsable, mais on a encore plus de 10 000 t-shirts qui sont faits chaque année. Un t-shirt qui certes qui était plutôt joli cette année, mais encore une fois, pourquoi ne pas le proposer à l'option? Je trouve ça fou qu'on en soit encore à ce moment-là. Et donc voilà, ce qui m'énerve vraiment, c'est cette partie un peu démagogique et ce décalage entre les paroles et les actes. Et le fait que on prétend être éco-responsable, mais on met pas de vraie politique d'action en place pour cela. Donc voilà. Bref, j'ai adoré la course, comme d'habitude, adoré parcourir ces chemins merveilleux, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, la première année où j'ai trouvé beaucoup de choses absurdes et qui ont fait que l'événement a perdu un petit peu de charme à mes yeux. Il y avait pas de gobelet au ravito. Ouais, ça c'est vrai. J'ai pas parlé des bouchons non plus, c'était totalement fou. Bref, passons. On espère que ça va un petit peu s'améliorer les prochaines années et qu'ils vont quand même mettre des choses en place pour que ce soit plus vivable pour les participants. Templiers terminé. On vous a fait un gros point. Maintenant, on va parler d'un tout petit événement qui a eu lieu le même week-end. Et pour parler de cet événement, devinez qui c'est qu'on reçoit. Le grand, l'unique, Louis Travaillot. Louis Travaillot qui est encore tranquillou en chemise au bord de la mer, en vacances à La Réunion. Louis, comment ça va? Et puis raconte-nous un peu comment c'est là-bas. Bonjour à tous, trop content d'être de retour et de vous voir, d'échanger avec vous. Écoute, par où commencer? Moi, comment je vais à titre perso, c'est que, comme tu l'as dit, je suis encore sur l'île. C'est un endroit qui est juste incroyable et je vais très bien parce que là je passe mes journées entre l'océan et les cirques à parcourir l'île, à découvrir l'île, donc la vie est quand même pas très très compliquée ici. C'est incroyable parce qu'en fait le matin tu peux être à 2000 mètres d'altitude et à faire ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire courir en montagne, et l'après-midi être au bord de l'océan et être baigné dans un lagon avec des tortues, donc il y a pas grand chose à dire d'autre, quoi. Juste avant de revenir avec toi sur ton expérience et surtout sur ton suivi du grand vainqueur masculin Baptiste Chassagne, petit rappel des résultats. Donc victoire de Baptiste dans un chrono exceptionnel, 23h31, devant Yannick Noël et Aurélien Dunant-Palaz. Yannick les deux avaient fait l'UTMB. Yannick avait
avait fait un super top 10 et Aurélien avait lui terminé à la 20e place. Chez les femmes, victoire attendue mais incontestable de Blandine Lirondelle qui, suite à l'abandon malheureux de Maren Hogan, s'est retrouvée 8e au scratch et surtout avec plus de 5 heures d'avance sur sa dauphine Manon Campano et 5h35 d'avance sur la québécoise Anne Champagne. Les autres, rapidement, un petit retour sur la Diag. Est-ce que vous avez suivi ça depuis Millau? Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool puisqu'on rappelle, le départ, c'est le jeudi soir. Donc, ça nous a permis quand même de passer un petit peu le temps et suivre un live qui était plutôt intéressant. C'était assez rigolo de suivre ça sur la web TV où, en gros, toute la journée, il y avait des gens qui appelaient au standard et qui se faisaient recevoir sur la chaîne. J'ai d'ailleurs eu la chance d'appeler au standard et de passer sur la web TV, donc c'était assez rigolo. Les autres, est-ce que vous avez suivi ça, Mathieu? Ouais, bien sûr, on avait mis le départ en live pendant qu'on mangeait le jeudi soir avec les autres athlètes Brooks. Et pour la petite anecdote, en fait, il y avait Roberto De Lorenzi, Michael Corbera, qui sont des athlètes internationaux qui connaissent bien le trail, respectivement suisse et espagnol. Et ils me disaient, mais c'est quoi cette course? Pourquoi il y a ce truc à la télé avec tous ces spectateurs et on connaît pas quoi? Donc vraiment, c'est pour rappeler que en fait. La Diac, c'est un truc de fou, mais c'est très très national. C'est surtout suivi en France quand même, et ça a pas une portée hyper internationale parce que les athlètes ne connaissaient pas la course, étaient surpris de voir qu'il y avait autant de monde qui suivait, autant de monde au bord des chemins. Mais puis aussi, c'est marrant de de voir les journalistes qui appellent les coureurs par leur mauvais nom, etc. C'est vraiment un folklore, et je pense que c'est quelque chose qui doit être fou à vivre aussi sur l'île, de voir tout cet engouement, tout le monde autour des sentiers. Et après, ouais, forcément, j'ai suivi un petit peu régulièrement la journée de vendredi, les résultats pour voir comment ça se déroulait. Puis j'ai été évidemment bluffé par la course de Baptiste. Et puis ça a été très inspirant, et je me suis dit que ouais, comme Sylvain l'a aussi montré le samedi, que le rebond après les mondiaux était probablement possible. Juste pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai que c'est une course qui est très très française, enfin au final ouais, où ça parle beaucoup français en tout cas. Il y a aussi beaucoup de Canadiens, mais plutôt en fait du Québec, donc ça reste en fait du côté français et des Suisses. Mais par exemple, j'ai passé une journée sur le village partenaire et j'ai pas dit un mot d'anglais. C'est vraiment il y a vraiment que des Français, et puis après, comme tu as dit aussi, le côté local est vraiment, c'est un des trucs que je vais le plus retenir, c'est l'importance en fait de cette course sur l'île en fait en elle-même. C'est-à-dire qu'on a un niveau en fait ici qui est différent de la métropole, c'est qu'il y a des médias qui sont pas spécialisés dans le trail, qui viennent suivre la course, mais qui s'y connaissent pas en trail, parce qu'en fait, la Diag, c'est une actu ici comme une actu qui passerait aux 20h, tu vois, en France, en métropole. Et du coup, c'est marrant parce que c'est comme si des journalistes de TF1 qui venaient faire un reportage pour le 20h venaient sur la Diag, mais s'y connaissaient rien en trail, quoi. Donc c'est tellement une actu sur l'île que tout le monde en parle, et c'est une folie. Je me permets aussi de donner mon avis. Évidemment, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et puis beaucoup Enfin, ça me fait rêver. Franchement, ce départ-là, c'est une course qui m'a donné en tout cas envie de courir parce que moi, personnellement, je suis très attaché à La Réunion. J'ai vécu plusieurs années là-bas. J'ai mon grand-père qui y habite encore. Donc voilà, forcément, c'est une course qui me fait rêver, que j'ai envie de cocher un jour. Je me permets de mettre quelques petites critiques, notamment par certains médias qui se font déposer en hélico juste pour suivre la Diag. Moi, franchement, ça me saoule. Ils sont pas capables de faire 3 heures pour marcher, aller dans Mafat. Et là, je parle pas forcément de l'empreinte carbone, parce que forcément, aller à la Diag, on est d'accord, c'est pas du tout écolo. Quand on voit le temps d'avion qu'il y a, c'est entre 10 et 12 heures de vol de mémoire. Mais c'est plutôt par la pollution sonore et le respect des lieux, de ce lieu magnifique, surtout qui est Mafat. Enfin, tu vois, Louis, il nous en a rapidement parlé aussi, c'est le balai incessant des hélicos qu'il peut y avoir tout au long de l'année, mais particulièrement lors de la Diag. Et franchement, moi, je trouve ça assez irritant qu'on se dit esprit trail, fan de trail, mais personne, mais il y en a qui sont pas capables de descendre, voilà, marcher 2-3 heures pour aller au cœur de Mafat. Je trouve ça franchement dommage. Mais par contre, ouais, ça fait rêver. Le live, moi, j'ai trop kiffé parce que voilà, c'est 100% folklore. C'est hyper agréable de pas forcément sur un live UTMB. Il y a une vraie identité. C'est vachement dans la bonne humeur. Il y a toute l'île qui vit pour ça. Et moi, j'avais des athlètes qui sont allés sur les 3 courses et ils ont tous adoré l'expérience. C'est
Ouais, c'est quasiment un voyage en soi, la course, parce que tu te plonges dans une culture, tu as des paysages qui sont vachement différents, des températures hyper différentes. Donc, voilà, encore une fois, ça m'a fait rêver à distance et j'ai hâte d'y aller un jour. D'y retourner un jour plutôt. Ouais, ce qui est assez intéressant aussi, je trouve, c'est le fait qu'on parle quasiment uniquement de la Diag. Et en fait, il y a quand même plusieurs distances aussi sur cet événement-là. L'UTMB, on parle beaucoup, on parle beaucoup de l'OCC, la CCC, l'UTMB. À la diagonale, j'ai l'impression qu'on parlait vraiment uniquement de la grande distance et que la Mascareigne et le Trail du Bourbon, notamment, c'était un peu relégué au second plan. Toi, comment tu l'as ressenti ça, Louis? Bon, t'es un peu biaisé parce que t'as suivi à fond la diagonale, mais il y a de l'intérêt pour les autres courses ou c'est vraiment il y a que la diagonale qui compte? En réalité, il y a un intérêt pour les autres courses. Je pense que c'est un intérêt qui est quand même principalement local également. Mais non, nous tous les locaux à qui on a parlé, ils nous parlaient aussi de la Mascareigne, aussi du Bourbon, pas du Métis, le nouveau là qui fait 50 km. Celui-là, je pense qu'il est vraiment passé à la trappe cette année. Mais en tout cas, les autres courses, on en parle quand même. Enfin, dès qu'en fait on sort de cet aspect local, c'est clair qu'on parle que de la Diag et il y a, enfin, tu vois, sur les finish lines des autres courses, il y a quand même quasiment personne. Niveau densité, c'est pareil. Non, les autres courses passent globalement quand même vraiment au second plan, c'est clair et net, il n'y a pas de discussion là-dessus. On dit beaucoup que le suivi c'est une galère pas possible. T'es obligé de faire plusieurs équipes, etc. Toi, t'as pu le voir combien de fois et est-ce que t'as dû faire énormément d'heures de voiture? Raconte-nous un peu toi comment t'as vécu ce suivi. Est-ce que t'as profité Ouais. quand même? Pour faire un ravitaillement complet de toute la course d'un athlète qui joue devant, c'est sûr qu'il faut faire 2 équipes si tu veux vraiment pas louper les ravitaillements. Par contre, il y a moyen de trouver des solutions, notamment avec le team DAF, qui est vraiment le team DAF. Donc, je sais pas si je pense pas que tous les auditeurs sont au courant de comment ça fonctionne, mais c'est vraiment, en fait, c'est un prof de PS ici qui a créé une équipe avec ses élèves et eux leur mission c'est de faire les ravitaillements aux endroits où c'est pas possible d'accès pour les proches des coureurs et ça c'est vraiment ultra efficace et franchement enfin faut vraiment les mettre en avant parce qu'en fait ils aident énormément les coureurs et grâce à eux il y a enfin tous les coureurs peuvent avoir des ravitaillements tout au long de la course. Après, à titre perso, moi j'ai quand même vu Baptiste à 6 points, il me semble, pendant la course. Donc sur un 100 miles, c'est quand même correct. Et j'ai fait une portion de voiture qui a duré 2h40, mais sinon c'était tout globalement entre 30 minutes ou 1 heure. Donc 1 heure, 1h30. Donc globalement, en fait, c'était pas tant la galère. C'est juste qu'en fait, c'est clair que dans ma fat, tu peux pas y aller parce que comme a dit Théo par rapport au journaliste, il faut que tu fasses 3 heures de marche. Donc si tu vas dans ma fat, tu loupes tout le reste de la course, ça c'est sûr. Mais si tu veux faire un suivi sur les points les plus importants, tu fais un peu de route, c'est clair, mais c'est pas plus galère qu'un UTMB quoi. J'ai pas vu quand même énormément de journalistes alors peut-être je me trompe, mais je sais que les autres années il y avait beaucoup de journalistes dans ma fat donc qui se faisaient déposer en hélico. J'en ai pas vu, enfin j'ai l'impression d'en avoir vu moins cette année, notamment les médias un peu qu'on connaît tous. Enfin, tu vois, l'idée c'est pas de faire une généralité en disant tout le monde a pris l'hélico. Je crois qu'il y en avait un peu moins que les années d'avant quand même. Il y avait des médias qui étaient dans ma fat, mais qui avaient une grande équipe et du coup qui pouvaient se permettre d'envoyer des gens dans ma fat. Okay. Par exemple Trail Passion, avec qui nous NAC on a beaucoup travaillé, mais ils étaient 5-6 tu vois, et du coup ils étaient dans ma fat, ils étaient un peu partout. Je pense que dans la tête d'un coureur, ils ont peut-être envoyé aussi quelqu'un, je sais plus s'ils ont pris l'hélico ou s'ils étaient à pied. En tout cas il y a des médias qui envoient quand même, qui ont une grande équipe et donc qui envoient à pied également. Donc comme tu as dit, il n'y a pas tous les médias qui utilisent l'hélico, attention. Mais ouais, il y en a grâce à leurs équipes, ils arrivent à entrer dans ma fat. Ouais, c'était juste rappeler en fait le gros point de difficulté, notamment sur les ravitaux à la diagonale, c'est l'accès au col des Bœufs. Donc le col des Bœufs, c'est l'accès par Salazie. Et en fait, quand tu es à Sillaos, c'est au kilomètre 70-75, et en fait tu passes le col du Tailbit qui te permet d'entrer dans Mafat, et tu en ressors très rapidement par le col des Bœufs. Et là, à ce moment-là, en fait, il faut descendre Sillaos. Il y a 400 virages en bagnole, c'est vraiment terrible. Faut faire quasiment les 2 tiers du tour de l'île par la route du littoral. Et ensuite remonter tout Salazie, et ça, je l'ai plus en tête, mais c'est quasiment 3 heures de route.
Alors, pour la tête de course, ça peut aller, mais le gros problème aussi, c'est pour les athlètes qui sont amateurs, un peu dans le milieu du peloton, où ça va créer des bouchons. Et ça, c'est vraiment, par contre, très problématique pour ceux qui, potentiellement, moi, j'avais des athlètes qui sont allés que avec leur conjoint. Moi, je leur ai clairement déconseillé d'aller au col des Bœufs parce que tu prends beaucoup trop de risques d'avoir des bouchons. On l'avait vu l'année dernière, ça avait créé des problèmes aussi pour Jean-Philippe Tchoumi, qui avait pas eu du coup son assistance au col des Bœufs. Donc c'est vrai que c'est une particularité à La Réunion où soit tu as un gros staff, un gros crew, et du coup là ça peut se passer hyper bien, mais quand tu es seul et que tu es un peu on va dire dans la généralité du peloton, ça peut tout de suite être un petit peu plus compliqué. Il faut avoir une assistance qui est à l'aise avec la route de montagne. Ça fait partie, je pense que c'est un peu du bon sens et enfin, moi, tu vois, je connais quasiment personne, à part ceux qui avaient deux équipes différentes, comme tu as dit, donc un gros crew. Je connais personne qui s'est dit, oh, je vais aller au col des Bœufs, alors je suis assis là-haut, c'est qu'après je vais aller, tu vois, de l'autre côté de l'île. Enfin là, ça fait vraiment des missions de l'extrême, quoi. C'est comme à l'UTMB, des fois tu zappes un ravito parce que c'est too much, quoi. Du coup, on va pouvoir revenir un petit peu avec toi de l'intérieur sur la course de Baptiste. Devant notre écran, dès le début, on s'est dit ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de partir devant tout seul sur une course qu'il connaît pas, en pleine nuit, où parfois on a entendu dire que le balisage était quand même un peu douteux. De l'autre côté, quand même, on se disait bon, on sait qu'il est fort. On se doutait que par rapport à l'allure qu'il a eu au début des mondiaux, ça devait être tellement facile pour lui qu'il a dû se retrouver devant un peu sans forcer. Vous, de l'intérieur, avec le crew, comment vous avez réagi et qu'est-ce que vous lui avez dit la première fois où vous l'avez croisé sur un point d'assistance? Je vais pas mettre à sa place parce que ouais, je veux pas parler pour lui, mais c'est clair que nous en tant qu'équipe qui est sur le côté des sentiers, en fait, il est parti vraiment fort et du coup, enfin, il est pas parti fort, il est pas parti particulièrement fort, mais en fait, quand il est arrivé, c'est clair qu'il y avait l'avance et du coup, nous, on était un peu surpris au vu de la longueur, tu vois, de la course et surtout au vu des personnes qui étaient derrière lui qui ont l'expérience de la course et nous, du coup, on se fiait vachement aussi au record de Mathieu Blanchard, qui était quand même déjà un chrono très élevé. Et déjà à Notre-Dame, en fait, qui est très tôt dans la course, il avait déjà 10 minutes d'avance sur Mathieu. Et du coup, nous, c'est plutôt ça on se disait, putain, c'est quand même bizarre, quoi, qu'il ait autant d'avance sur Mathieu, alors que Mathieu avait déjà fait un chrono très, très solide. Et nous, ce qui nous a inquiété aussi, un peu au début de course, c'est qu'en fait sur tous les ravitaillements il était très speed. C'est qu'il voulait vraiment pas perdre de temps, il arrivait, c'était on fait sa liste et puis il repartait hyper vite, et il se calmait pas sur les ravitaillements, et du coup nous on se forçait à lui dire tranquille, détends-toi, etc., il y a de l'avance, c'est le début de course, et puis il y a le temps, quoi. Sauf qu'en fait il a continué comme ça pendant toute la course, quoi, et il a fait que creuser. Un truc de moi, en gros, après quand on était à Sillaos, il est arrivé, du coup, comme tu l'as dit, c'est kilomètre 76, et à Sillaos, quand il est arrivé avec Yannick Noël qui l'avait repris, t'as 1 kilomètre, je pense, de route avant le ravitaillement, et du coup c'est du bitume, quoi, et ça descend, c'est des gros pourcentages. Et là, moi, j'étais en vélo à côté, mais il descendait à une vitesse sur la route, c'était lunaire, et moi je me suis dit, mais il reste 100 bornes, il est en train de s'exploser, quoi. Il devait descendre à 3 kills, je pense, sur une route en bitume pendant 1 kilomètre, et finalement, en fait, il disait qu'il était super bien, quoi, qu'au début de course il avait pas dépassé 150 au cœur, qu'il était dans ses zones, sauf que voilà, quoi, il voulait pas spécialement se forcer à attendre, et il était dans ses zones, il respectait le plan, et voilà, quoi. Vous l'avez sûrement vu au ravitaillement, mais il répétait à Sillaos, il répétait je fais ce que François m'a dit, parce qu'en fait il avait eu François au téléphone pendant plusieurs heures pour qu'il lui explique un peu comment se passait la diaille, et ouais, il respectait vraiment le plan de base, quoi. Donc voilà. Et surtout, en fait, les gens qui sont arrivés après lui à Sillaos, physiquement, étaient beaucoup plus amochés, quoi. En fait, Baptiste, c'était le plus frais, alors qu'il était devant et de loin. Et tous ceux qui étaient derrière, en plus, faisaient que dire, ouais, mais c'est parti trop vite devant, c'est parti trop vite.
Donc ouais, je pense comme il l'a dit et répété, il était vraiment dans un état de grâce, quoi. On a été aussi assez surpris parce qu'on a vu sa communication un petit peu avant et après bien sûr on interprète chacun et chacune comme on le veut, mais il parlait beaucoup de découverte et il a aussi beaucoup répété qu'il voulait sa découverte pour lui c'était d'être suivre le bon wagon et de rester avec des gens qui connaissaient la course, notamment Aurélien et Ludo. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce paradoxe entre là le fait que tu nous dises il se dépêchait sur les ravitaux alors qu'il savait qu'il y avait des gars qui étaient derrière et qui étaient pas si loin, donc tu te dis pourquoi pas attendre, et puis lui il dit aussi bah j'ai pas attendu parce que j'étais bien et j'étais vraiment facile. C'est vrai que ça doit être troublant quand t'es suiveur de voir un Baptiste qui est tout excité sur les ravitaux et qui finalement s'est fait confiance et a fait confiance à son instinct, à ses ressentis, et finalement il y a rien de mieux quoi en fait. On parlait avec Pierre tout à l'heure qui lui aussi s'est fait confiance et a laissé parler son instinct. Et ben même sur un 100 miles aussi long, et ben en fait si t'es devant et que t'es super facile, ben why not, faut continuer à en mettre et puis voir jusqu'où ça mène. Donc en tout cas c'était super impressionnant à suivre. C'est clair que nous, on comprenait pas trop non plus par rapport à ce que tu viens de mentionner, tu vois, et on l'a beaucoup charrié justement par rapport à cet aspect découverte, même sur l'île, hein, il s'est beaucoup fait charrier par des Ludo, etc. On faisait que le répéter, ah ouais, t'as bien découvert, t'as bien découvert. C'était un peu la blague du moment, quoi. Après, ouais, comme en fait, il y a aussi un truc, c'est que déjà, je pense que globalement, depuis qu'il est sur l'île, il a été un peu dans un mood très positif. Il le sentait bien, il avait très envie. Je pense que toute la frustration des mondiaux, justement, il a voulu l'exprimer là-dessus. Et il sait que sur un format 100 miles, il est beaucoup plus performant que sur des formats comme les mondiaux. Et du coup, je pense qu'il avait vraiment hâte de retrouver un format 100 miles. Et après, il y a un point, c'est que, ouais, en gros, à chaque fois, avant la course, il arrêtait pas de dire, je sens que je suis bien, je sens qu'il va se passer un truc, etc. Enfin, tu vois, il avait dit à son père qu'il sentait que c'était la bonne, etc. Donc ça c'est un point il était en confiance en fait. Et après pendant la course, encore une fois, il disait qu'il sentait rien et que qu'il avait le jour de grâce, quoi. Donc ça c'était incroyable. Moi, je vais juste rebondir parce qu'ici on est quand même dans un podcast de geek. En vrai, est-ce que Baptiste c'était quand même pas l'immense favori de la course en vrai? Parce que moi j'étais au championnat du monde sans faire offense aux coureurs qui étaient à la Diag. C'est quand même pas le même monde, le top 10 des championnats du monde et la Diag quoi. Euh, Ludo il est quand même à son troisième 100 miles depuis l'Hard Rock, donc il a 50 ans, donc je veux bien que ce soit un extraterrestre, mais à un moment donné, déjà, tu vois, sur l'année dernière, Baptiste l'avait battu sur l'UTMB, en sachant que je pense que Baptiste est quand même plutôt encore sur une pente ascendante, là où Ludo est déjà complètement lunaire de maintenir son niveau. Donc finalement, pareil, hein, Yannick qui sortait d'un UTMB, il avait fait une grosse prépa, mais voilà, c'est quand même Yannick, son niveau, c'est plutôt 5-10 de l'UTMB que monter sur le podium comme l'a fait Baptiste. Donc c'est sûr que beaucoup de gens sont surpris. Après, pour moi, peut-être le seul coureur que j'aurais mis vraiment dans la même catégorie que Baptiste, c'est Aurélien. En sachant qu'Aurélien, je pense qu'il a beaucoup laissé de cartouches quand même à l'UTMB en voulant finir à tout prix. Et en plus, tu l'as dit, je pense que Baptiste, il est quand même très très fort physiquement. Mais il est moins, peut-être c'est quand même moins ses qualités, le format du championnat du monde, notamment, il avait évoqué, mais au niveau nutritionnel, c'est peut-être là où il a encore de la marge, et c'est vrai que la stratégie nutritionnelle qu'il a se prête sûrement mieux à des 100 miles qu'à des courses un peu plus rapides comme les championnats du monde. Donc finalement, il fait une démonstration et bien sûr c'est dur de produire ce niveau-là, mais moi j'ai quand même pas été complètement surpris parce qu'au championnat du monde je l'avais aussi vu très très fort et qu'en vrai je pense que son vrai niveau physique c'était quand même plus 6-7 que 11. Et donc là, dans une course où on l'a répété, alors c'est de l'opposition franco-française, donc ça reste relevé parce qu'on a beaucoup de niveaux dans le trail, mais ça a rien à voir avec un championnat du monde. Et finalement, bah moi je vois Baptiste à sa juste place. Alors après, faut le faire et ça c'est un immense bravo parce que c'est la première fois qu'il découvrait la course. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand même que pour avoir suivi un peu le début et la fin, c'est à quel point cette course c'est quand même un immense chantier
Parce que, alors j'imagine que Baptiste contrôlait un peu dans la dernière descente, mais le mec qui atomise la course marche dans la dernière descente, quoi. Tellement c'est un truc de fou le parcours. Non, mais Donc, c'est un truc de malade. Hier, pour l'anecdote, je suis allé faire 45 km. J'ai mis 11 heures dans ma fat. C'est lunaire le chantier que c'est et les chronos que les mecs y font. Et en fait, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Nico. On peut quand même dire qu'il a fait les mondiaux, du coup, une course de très haut niveau 20 jours avant la course. Donc on peut aussi parler de sa récupération. Est-ce que je pense pas qu'elle était optimale, enfin de sa préparation globale pour cette course. Mais je suis d'accord avec toi sur le papier, il a été, on pouvait le mettre en numéro 1. Après, ce qui est remarquable aussi, c'est que c'est la première fois où du début à la fin, il mène la course et en fait il fait une course un peu de patron quoi, comme un grand champion quoi. Et ça c'est nous aussi on se questionnait là-dessus, on se disait comment il va réagir à à être devant en fait, mais du kilomètre zéro. C'est quand même quelque chose, je pense, qui est pas simple à gérer, cette gestion de course où t'es vraiment devant. Et il a assumé totalement. Et comme tu as dit, au mondiaux, il a eu des gros problèmes de nutrition. Et là, justement, en fait, c'est une autre preuve que toutes les planètes sont alignées. Et je parle pas sous la casquette NAC, je parle sous la casquette juste de Louis. C'était hallucinant de voir tout ce qu'il mangeait et comment il respectait le plan de A à Z et comment tout se passait bien. En fait, c'est pas que il allait vite, c'est pas que il était fort, c'était que toutes les planètes de A à Z se passaient bien. Enfin, nous, à chaque ravito, il nous sortait tout ce qu'il avait des poches et tout était vide, mais parfaitement quoi. Donc ouais, il y a vraiment tout qui a déroulé. Et aussi à titre comparatif, au-delà de la place, je pense que certes, c'était peut-être l'ultime favori de cette course, mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est le chrono aussi, je pense. Ouais, carrément. Non, mais là-dessus, il a été ultra fort. Hein. Et par contre, ce qui est intéressant à souligner, et parce que tu as parlé de Ludo, c'est que Ludo, c'est incroyable parce qu'il fait quand même la possession, l'arrivée, 10 minutes plus rapide que Baptiste, alors qu'il jouait la 4e place. Mais il a mis 10 minutes à battre de la possession à l'arrivée, alors que sur cette même section, Bat, moi, quand il m'a vu, il m'a dit est-ce que je peux aller chercher le record à Matt? Et du coup, il était dans un mood de record et donc dans un mood de je vais me dépasser, quoi. Mais Ludo est quand même allé 10 minutes plus vite que lui. C'est lunaire. Moi, j'avais une petite question, Louis. Je ne sais pas si tu le sais. Comment il a fait pour faire sa transition où la prépa des mondiaux, c'était full bâton? Et du coup, bah, là, la grosse spécificité, c'est d'avoir 100 bâtons. Est-ce que ça avait déjà été anticipé, je sais pas, au courant du mois d'août, de faire quelques séances sans bâton pour cette diag ou ça a été bah, un peu au dernier moment, les 2-3 semaines de prépa, faire sans bâton? Ah non, non, en fait, il a fait son objectif principal de l'année, c'était les mondiaux. Donc, en fait, il a tout fait pour les mondiaux. Ok. Et il a décidé le mercredi enfin, du coup, 7 jours avant la diag, de vraiment prendre le départ de la diag. En fait, quand il est arrivé à la réunion, il savait toujours pas s'il allait vraiment prendre le départ parce qu'il voulait attendre de voir comment allait se passer justement ces dernières séances que tu parles. Donc, il a rangé les bâtons en fait juste après les mondiaux, mais c'est tout. Mais même dans sa préparation au global niveau sportif, rien n'a été vraiment préparé pour la diag. En fait, tout était fait pour les mondiaux et la diag c'était un peu le bonus. Ça, c'est pas de la langue de bois, c'était vraiment la réalité. Et la décision de courir a été prise très tardivement, notamment à cause de ces problèmes nutritionnels qu'il a eu aux mondiaux. Et du coup, entre les mondiaux et la diag, il a récupéré des mondiaux et après il a remis des sorties longues, juste du long justement pour se réhabituer à être longtemps dehors. Il a fait quelques recos, mais rien d'incroyable quoi. Et la dernière reco de la course, je crois qu'il a fait 45 bornes en gros le mercredi de la semaine d'avant la diag. Et c'est ce jour-là où ils ont pris la décision de courir, mais pas avant. C'est ouf de s'adapter aussi vite à une spécificité auquel on n'est pas habitué dans les Alpes, quoi. C'est vraiment impressionnant. Après, je pense que Baptiste, il a vraiment des prédispositions, enfin, pas des prédispositions, c'est aussi grâce au travail qu'il fait, mais musculairement, il est quand même très fort. Et je pense et on en parlait avec ses proches ce matin, et du haut du corps,
il a pas de un gros haut du corps quoi. Et du coup peut-être que étant donné qu'il est très fort musculairement au niveau des jambes, que lui c'est vraiment un avantage qu'il n'y ait pas de bâton et qu'il y ait juste les jambes en fait. On s'est questionné, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais c'est une des hypothèses qu'on a soulevées, c'est que il y a pas de bâton. Lui, il est haut du corps, il est quand même très, très maigre. Il y a pas beaucoup de muscles, mais très puissant des jambes. Donc, C'est que ce que dit Louis, c'est que proportionnellement, le fait qu'il soit pas forcément peut-être exceptionnel en marche bâton, il est plus à son avantage dans une course où il n'y a pas de bâton comparativement à un UTMB où certains sont peut-être très exactement. forts et notamment, il en avait parlé Tom Evans, qui a Mm. beaucoup travaillé la marche bâton et peut-être qui a plus de capacité justement à aller vite en bosse sur un UTMB comparativement à une diag. Mais je pense qu'aussi, c'est une course qui se prête quand même plus, on l'a vu. Bah, quand même ceux qui ont gagné ou fait des grosses performances, c'est quand même souvent des monstres vraiment musculairement. On le voit dans leur physique. Aurélien, Mathieu Blanchard l'année dernière, Baptiste ou Yannick, Noël. Je pense qu'ils sont peut-être plus à leur avantage qu'un coureur style Vincent Bouillard qui sûrement sur un UTMB peut plus utiliser ses qualités de coureur que sur une diag où finalement, alors oui, au début, ça court quand même, hein, mine de rien, une diag, on voit ça toujours comme étant très très difficile, mais c'est vrai que la première partie quand même, notamment jusqu'à Marabout, c'est quand même, ça court quand même pas mal. Mais c'est sûr qu'après, le fait d'avoir des vraies qualités sur les parties roulantes, bon, une fois que tu as passé Sillaos, ça te sert quand même pas beaucoup, donc c'est sûr il y a des différences et pendant longtemps, je pense que dans le trail, on les a pas trop vus parce qu'en fait, la densité faisait que celui qui était ultra fort, il était ultra fort partout. Mais quand le sport va se densifier, ben ça va faire un peu comme dans d'autres sports. Il y aura peut-être des coureurs qui seront injouables à la diag et plus Ouais, c'est top ça. 5, top 10 hein, sur un UTMB parce que c'est pas quand même exactement les mêmes qualités. Mais Baptiste est quand même, je pense, devenu un coureur ultra complet. Mais peut-être que voilà, c'est il a peut-être pas les qualités de certains pour survoler une Saint-Élion où ça court très vite et à contrario des qualités musculaires qui rendent assez exceptionnel sur un parcours comme l'Adiac quoi. Alors que de base c'est pas non plus le meilleur dans le technique même s'il a beaucoup progressé mais je pense que au bout d'un moment la capacité à pas dégrader musculairement elle prime sur tes capacités à aller vite dans des terrains techniques quand les courses sont plus courtes quoi. Et je sais pas si vous avez, je serais curieux d'avoir votre avis pour ceux qui coachent un peu ici, si vous avez des athlètes qui ont couru la Diag, pour la préparation, comment vous avez un peu spécifié la préparation, parce que franchement, bah, du coup pour courir ici, enfin, d'avoir fait 15 jours ici, j'ai l'impression que je sais comment il faut préparer cette course. Et en fait, c'est tellement des marches tout le temps. Et j'ai l'impression, enfin, ouais, je suis curieux de savoir comment vous l'avez préparé. Mais tu vois, par exemple, moi, je me dis, mais si un jour je veux faire une diag, mais aller à la salle, mais c'est obligatoire, quoi. Faire des fentes pendant 5 heures sur un tapis, c'est obligatoire, quoi. Enfin, tu vois, hier, encore une fois, j'ai fait 40 bandes dans ma falle, j'ai l'impression d'avoir fait pendant 10 heures des fentes, quoi. C'est de la folie. Ça dépend. Après, le problème de l'entraînement, souvent, c'est que tu es obligé quand même de t'adapter aussi à ton athlète parce que c'est bien la salle, mais si l'athlète il kiffe pas trop la salle, bah tu vas pas forcément lui en faire énormément. Mais globalement, oui, l'aspect prépa physique est encore plus important sur une course comme ça. Yannick Noël, par exemple, j'avais remis un peu de muscu là entre l'UTMB. Bon, après, c'est Yannick, il est pas toujours facile à gérer. Il a fait plus de volume que ce que je lui avais mis. Mais du coup, ça a fonctionné. Donc, comme dirait Rémi Rivet dans un podcast que j'ai entendu récemment, c'est l'athlète qui perd. Donc, quand il perd, c'est lui qui a raison, c'est pas toi. Et sinon, alors, les autres athlètes que j'avais, Anthony Costa notamment, bon, ça s'est pas très bien passé. Je pense qu'il était pas dans une mauvaise forme, mais il a fait un coup de chaud et puis après c'est devenu très très difficile. Mais globalement, par exemple, c'est une préparation où moi je néglige pas mal les aspects physio et c'est vrai que globalement c'est encaisser des longues sorties. Typiquement aller chercher des trucs un peu plus cassants que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc dans le cas de quelqu'un comme Anthony Costa qui habite à Grenoble, c'est aller un peu plus dans Beldon, même si c'est pas forcément des marches, mais il y a quand même beaucoup plus de technicité, beaucoup plus
de dimension musculaire que des sentiers assez propres comme on peut avoir par exemple en Chartreuse ou au-dessus de Grenoble. Donc c'est plus des aspects comme ça, mais c'est sûr que on avait beaucoup entendu parler l'année dernière du fait que ils s'étaient pas beaucoup entraînés entre guillemets Mathieu entre l'UTMB et la Diag, mais par contre ils avaient beaucoup maintenu de la muscu. J'avais discuté avec Adrien Séguré, son entraîneur. Je pense que ouais, clairement, en fait c'est tellement une capacité à pas dégrader, à être capable de maintenir son effort que finalement le niveau physique que tu as de base, oui il est important, et je pense que Baptiste il était à la fois fort physiquement et puis musculairement si on simplifie. Mais quand même, si t'es un monstre musculaire et que tu dégrades pas trop, ben tu vas quand même finir par remonter en fin de course, même si peut-être au début t'arrivais pas à suivre le rythme, quoi. Ils ont dit une phrase hyper intéressante enfin en gros les athlètes c'était Arthur, Ludo, Bat, etc. Ils échangeaient à propos de la course avant la course, stratégie, etc. Et ils disaient que c'était pas une course, enfin ceux qui connaissaient la course, Arthur et Ludo, ils disaient que c'était pas une course où comme à l'UTMB par exemple à un moment donné on peut mettre une attaque ou une accélération, etc. C'est plutôt une course où il faut attendre qu'elle t'use. Et en fait, celui qui est le plus fort, et ben, c'est celui qui résiste le plus longtemps à l'usure que la course t'impose, quoi. Donc, c'était intéressant par rapport à ce que tu mentionnais, notamment la dégradation musculaire, etc., quoi. Ouais, je me permets de rebondir aussi du coup et bon, c'est un peu un penalty parce que forcément moi j'ai un biais par rapport à la muscu, mais pour moi la diag c'est vraiment indispensable, et notamment ce que tu disais par rapport aux marches, c'est qu'en fait par rapport dans les Alpes par exemple, si on prend l'UTMB, souvent c'est des pentes un peu régulières. J'exagère un peu, mais type piste de 4x4 où il n'y a pas de marche. Et du coup, là, tu vas avoir déjà beaucoup plus de flexion dorsale. Et du coup, c'est pas du tout la même biomécanique de marche. Alors que quand tu es et ben justement, par exemple, sur un taille beat où tu as beaucoup de marche, et ben tu vas beaucoup avoir ton mollet qui va pas être en position externe, mais plutôt en position moyenne. Et tu vas beaucoup plus solliciter mollet et grand fessier. Et donc, un exercice clé, c'est le step up. C'est en gros, tu es face à une box et tu vas monter un pied sur la box. Et ça, de le charger en endurance de force, c'est hyper intéressant. Et en fait, pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez, pour moi, la Diag, ou en tout cas n'importe quelle course du Grand Raid, c'est vraiment une course mécanique sur le fait d'être capable d'encaisser musculairement et bah, tous les kilomètres, tout le dénivelé, la technicité, parce qu'il faut aussi être très stable quand on voit certains terrains techniques. En fait, si t'es pas propre musculairement et que tu contrôles pas tes chevilles, ton genou, tes hanches, ça peut vite partir en blessure. Donc voilà, c'était ça plutôt sur la partie musculaire qui est pour moi indispensable. Et après, bah, c'est aussi le choix des courses de préparation, faire des courses qui sont très lentes dans la vitesse de déplacement. Pas choisir des courses roulantes, tu vois, par exemple, ça peut être, je sais pas, un UTCAM qui peut être quand même une bonne course de prépa, faire tout en bâton, avec des vitesses de déplacement encore une fois très lentes, et surtout bien tester le matériel, parce que moi, bah, ceux que j'entraîne, c'est par rapport à Nico, beaucoup plus d'athlètes amateurs, et on voit des temps qui se rallongent, c'est des 40-45 heures, et là on voit que n'importe quel problème peut vite faire partir en sucette la course. Ça peut être un problème de pied, une ampoule, ça peut être un petit frottement à droite à gauche. Moi j'ai eu aussi des problèmes là, sur des athlètes qui sont allés avec le Covid sur les transports. Je leur avais dit de prendre le masque FFP2, de bien se laver les mains, et ça n'a pas loupé que 2 sur 3 ils ont chopé le Covid en faisant le trajet, donc forcément ça complexifie la course. Mais ouais, la Diag, c'est pour moi indispensable d'aller faire au moins de la muscu, poids du corps, kettlebell, et aller à la salle, c'est un vrai plus. Pour l'anecdote, en Bourgogne, d'où je suis originaire, il y a Cédric Chavet qui est aussi de là-bas. Et Cédric Chavet, c'était sa 11e Diag cette année. Et avant, il y a quelques années, Cédric, je le voyais beaucoup aller à la salle en Bourgogne et passer des heures sur les escaliers à la salle. Tu sais, c'est les marches là, qui tournent et t'enchaînes des marches. Et je comprenais pas. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi il faisait ça, quoi. Bon, on risque de te voir assez souvent à la salle cet hiver alors, Louis, parce que peut-être que tu l'annonceras pas maintenant, mais ça t'a quand même donné envie peut-être de prendre un dossard l'année prochaine pour faire la Diag. Ah ouais, carrément. Je sais pas je sais pas si je ferai une des courses dont on parle pas avant, genre le Bourbon, mais en tout cas c'est sûr que ça donne trop envie. Et au-delà de la course, juste peut-être avant que ça se termine, que ça soit même en fait au-delà juste de la course. Il y a tout ce qui se passe autour, comme je crois que c'est Théo qui le disait avant, et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel à vivre, et que ça soit le départ, l'énergie qu'il y a au départ, ou la cérémonie de clôture avec les podiums au stade de la Redoute, c'est vraiment un truc de malade. Ici, en fait, la musique, ils la mettent fort,
parce que pour eux, c'est la puissance de la musique. En fait, pour eux, c'est hyper important. Ça montre qu'il y a de l'énergie, qu'il y a un truc. Et ils mettent la musique hyper fort, ça te défonce les oreilles, mais en même temps, il y a des feux d'artifice et la musique, elle te prend au trip et tout. Et c'est vraiment un truc de malade, quoi. Donc, je vous conseille. Ça fait chier pour le bilan carbone, c'est vrai, mais je vous conseille quand même de venir découvrir le mythe. C'est vrai que ça donne quand même très très envie. Et on verra si on s'organise un petit voyage Diag LTQA l'année prochaine. D'ici là, faudra bosser un peu plus et puis avoir quelques partenaires. Mais donc on lance un appel à nos peut-être futurs partenaires de nous financer un petit projet Diag. On n'a pas beaucoup entendu Mathieu, toi la Diag. Bon, il y a l'aspect avion qui te freine un peu, c'est sûr, mais si demain on devait te proposer d'y aller, est-ce que t'irais, Matt? Eh ben, on me le demande souvent et c'est souvent la même réponse, c'est que pour l'instant, c'est sûr qu'elle m'attire pour le mythe que c'est. Et après, ce qui me freine un peu, c'est le bilan carbone en premier, le niveau sportif aussi qui est pas aussi dense que sur d'autres courses. Et c'est sûr que j'ai envie d'y aller, que j'irai probablement un jour dans ma carrière. Et là, après les mondiaux, ça m'a fait envie aussi d'aller peut-être faire le 100 km là-bas, mais la raison a vite repris le dessus. Si je vais à La Réunion, ce sera pas pour faire une course de secours. Faut que ce soit sur un projet qui fasse vraiment du sens, que je m'implique et que si je vais là-bas, c'est vraiment pour y aller plusieurs mois, vraiment vivre la vie à La Réunion, voir comment c'est la vie sur l'île, m'imprégner vraiment, découvrir en profondeur et pas juste faire un petit aller-retour pour faire une course médiatisée et puis rentrer en métropole, parce que ça, c'est des choses qui me parlent vraiment pas du tout. Mais c'est sûr que quand tu vois les images de la course, quand tu vois les émotions qu'a vécu Baptiste et puis même tous les autres coureurs, ça donne vraiment envie d'y goûter. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité dans ma carrière. Il y a tellement de belles courses en Europe à faire, il y a tellement d'autres 100 miles à faire ici que c'est pas dans le haut de la liste. Louis, juste avant que tu nous quittes, est-ce que ta vision de la Diag a changé, notamment au niveau peut-être mythe et ce qu'elle représente dans le milieu du trail? On parle beaucoup de l'UTMB, voilà, faire un top 10 à l'UTMB, c'est extraordinaire. Est-ce que le fait d'avoir vécu la Diag, tu te dis ouais, un top 10 à la Diag quand même, c'est aussi un truc de fou? Aujourd'hui, ça représente un top 10 à la Diag, c'est certain, ça représente pas un top 10 à l'UTMB. Et aujourd'hui, tu peux pas venir avec les mêmes ambitions sur la Diag. Par contre, je pense que ça va tendre vu comment le sport évolue, ça va tendre la lancée va augmenter, etc. Et juste par rapport à ça, c'est clair que là, j'ai vraiment pris conscience que le sport, il passait vraiment dans une autre dimension, parce que je vous promets le nombre d'enfants qui étaient là et qui rêvaient devant les premiers, mais c'était une folie. Et on a reçu des messages de mamans qui voulaient des photos pour des enfants mais qui ont 10 ans et qui idolâtrent les premiers comme ils idolâtrent Kylian Mbappé, quoi. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, là, il y a vraiment un truc qui se passe avec le trail. Et là, tu vois, toutes les sollicitations médiatiques que Baptiste il a eu après la Diag, alors que c'est pas l'UTMB et que la densité est moindre, etc. C'est Mathieu, il a dit, c'est une course qui est très médiatisée. Mais c'est les sollicitations médiatiques là, avec sa victoire, elles sont folles. Et les médias qui lui demandent des trucs, vous allez le voir à la télé, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Donc, ouais, le trail là, il change vraiment de dimension, quoi. Bon bah Louis, merci beaucoup. On te laisse profiter de tes vacances. T'es encore combien de temps sur l'île? Encore une bonne semaine. Profite bien, tu vas avoir un choc thermique en rentrant. Léger. J'ai vu qu'il y avait de la neige à Combloux. Il y a de la neige à Combloux. Ça a neigé un peu, ouais. Voilà. Bon, on profite bien. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour revenir avec nous sur la Diag. C'était très chouette. Et puis on te dit à très vite. Trop bien. Et du coup, on se voit à la salle à Annecy avec Matt. Salut Louis. Ciao. Ciao. Salut Louis. Allez, on va souffler un petit peu et passer à la rubrique conseil de Théo qui nous parle aujourd'hui de microdosage en musculation. Théo, c'est à toi. Ouais, alors promis, je vais essayer d'aller rapidement parce qu'on a complètement débordé la durée habituelle des épisodes. Je voulais vous parler du microdosage en musculation, qui est quand même un outil assez intéressant parce que quand on essaie de développer la force, souvent ça va prendre du temps. On sait que la force, c'est une des choses qui marche le mieux en musculation et en préparation physique. Mais le problème, c'est quand on fait de la force, ça peut être 1 à 2 séances très longues qui vont se répéter dans la semaine. Et en fait, le microdosage, ça va permettre d'intégrer des petites quantités de renforcement très ciblées et qui vont être réparties régulièrement dans la semaine. Donc, du coup, ça présente différents avantages. C'est qu'on a des stimulations qui sont plus régulières. Les séances, elles vont être beaucoup plus rapides. Au lieu de faire 1 heure, peut-être qu'elles vont faire 15-20 minutes. Elles vont permettre de générer moins de fatigue à chaque séance.
Il y a aussi moins de freins à la réalisation. L'athlète, quand il a que 20 minutes à faire, c'est plus facile que quand il doit se poser 1 et quart à la salle. Et ça peut être fait du coup en échauffement avant une séance ou potentiellement après. Bon, par contre, il y a un inconvénient, c'est que ça nécessite vraiment de la régularité et une certaine discipline pour faire toutes les séances qui sont prévues. Et ça a aussi un gros frein, l'accès au matériel. Si vous avez 20 minutes de route pour aller à votre salle de sport, c'est vite problématique. Du coup, le microdosage, souvent, c'est plus conseillé à ceux qui ont du matos chez eux. Si je reprends une étude qui a été publiée en 2020 par Kailen et ses collaborateurs, ils ont comparé chez une population de militaires pendant 9 semaines un programme de renforcement, soit c'était du microdosage avec 8 fois 15 minutes ou un dosage de 2 fois 1 heure dans la semaine. Ils ont pu comparer en fait globalement que c'était quasiment aussi efficace dans un cas comme dans l'autre, et du coup ça pouvait être vraiment utile quand on a un temps qui est limité et que ça n'avait pas d'impact sur la performance. Donc si je reprends un petit peu un exemple, si on prend la séance qu'on pourrait faire 1 fois par semaine, donc je fais un échauffement de 10 minutes, je fais 5x5 au back squat, 5x5 Roman and deadlift et 5x5 au hip thrust, et que je finis par un peu de plio, je pourrais simplement la diviser par 2 ou en 3. Et si je la divise en 2, ça peut être première séance, 5 minutes d'échauffement, je fais mes 5x5 au back squat, 3x5 au RDL, 5 minutes de plio. Et sur la deuxième séance, je fais quasiment la même chose. Je fais 5x5 au hip thrust et 2x5 au RDL. Ça m'a pris le même temps. Par contre, je vais les répartir à 2 moments différents de la semaine. Ça va générer sûrement moins de fatigue et aussi moins de courbatures quand on a des séances spé à passer, en tout cas de qualité en course à pied. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, encore une fois, l'essentiel, c'est de réussir à faire de la musculation régulièrement et choisissez la répartition et la méthode qui vous convient le mieux pour pouvoir le tenir sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois et surtout sur plusieurs saisons. Parfait. Merci beaucoup Théo. On passe rapidement aux questions auditoristes. Une question de Félicien qui nous demande où est-ce qu'on situe les Templiers et la Diagonale vis-à-vis d'autres événements iconiques du trail français comme l'UTMB, la Saint-Élion, le Grand Raid des Pyrénées ou encore l'UT4M. Je réponds rapidement. On avait fait un podcast à ce sujet au tout début. Mais pour moi, dans l'ordre, en termes de valeur sportive, je dirais UTMB, les 3 finales. Les Templiers, Diac, Saint-Élion avec sportivement peut-être une petite avance pour la Saint-Élion maintenant avec son partenaire Tite qui amène régulièrement ses top athlètes. Puis après, les autres épreuves évoquées, c'est pas réellement du haut niveau à mon sens. Une question de Nicolas Guy qui nous demande si on a vu la liste des sponsors partenaires de la Diag, car elle a constaté qu'il y avait Total Energy dans le lot et plein d'autres entreprises pas top niveau environnement, notamment Burger King qui apparaît en gros sur le t-shirt. Il précise qu'on critique beaucoup l'UTMB par rapport à ça, mais alors il parle pas de nous spécifiquement, mais au global, qu'on critique beaucoup l'UTMB par rapport à ça avec notamment le partenariat avec Dacia, mais finalement assez peu d'autres épreuves comme la Diag ou notamment des courses sur route comme le Marathon de Berlin qui a comme sponsor principal le BMW. Allez, moi je réponds un peu provocateur, ça permettra à Matt de rebondir. Alors oui, c'est sûr que c'est pas idéal d'avoir Total Energy comme partenaire. Après, quand même, qui s'est rendu à la Diag sans utiliser des énergies fossiles, hormis les locaux. Et je pense que voilà, on n'est pas obligé d'aller faire la Diag. Donc du coup, dans la mesure où on prend part à la diagonale, ça me paraît un peu hypocrite quand même d'aller critiquer les partenaires. Parce qu'on fait quand même partie un petit peu du problème. Et moi personnellement, j'ai jamais forcément trop critiqué l'UTMB sur ses partenaires entre guillemets polluants parce que la voiture par exemple c'est quand même un outil de déplacement pour la majorité des gens et donc du coup ça n'empêche pas de faire de la pédagogie sur son utilisation, ce genre de choses, de passer à l'électrique, mais c'est aussi souvent une question de moyens et on sait que au global souvent le niveau de revenu et l'empreinte carbone c'est souvent bien corrélé avec un certain lien de causalité. Mais Matt n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, parce que c'est pas parce que tu dois utiliser à un moment donné un moyen de transport polluant que tu peux pas critiquer un partenariat et déplorer le fait qu'une épreuve qui se veut résolument sauvage et naturelle accepte de se travestir pour redorer l'image d'un des plus gros pollueurs de la planète en prenant un gros chèque au passage. Et là, on est sur un niveau d'argument. T'es écolo, t'as un iPhone. Avec ces raisonnements, personne n'est parfait, donc personne n'a le droit de parler d'environnement, donc on change rien du tout et puis on va de plus en plus vite dans le mur. Et moi, perso, j'ai aussi une voiture, j'utilise, mais par contre, en revanche, je m'interdis d'accepter des sponsors de véhicules parce que c'est pas ce que j'ai envie de promouvoir et je préfère plutôt essayer de promouvoir quand je prends le train, même si je le prends pas tout le temps. Quand je le prends, j'essaye d'en parler et de le mettre en avant parce que ça, c'est les
récits sur lesquels j'ai envie qu'on tende. Et oui, après, je suis honnête en disant que je prends la voiture, que je roule un petit peu trop pour respecter les quotas carbone, enfin pour respecter les objectifs carbone. Mais du coup, ça empêche pas. C'est pas pour ça qu'on peut pas critiquer quand des gros événements acceptent des sponsors pollueurs ou qu'il y a des choses qui sont aberrantes. Et donc voilà, comme moi j'ai pas pris l'avion pour aller à la Diag, j'ai le droit de dire que ça me fait chier que un des plus gros événements médiatiques dans le trail en France s'associe à un des plus gros pollueurs du monde comme Total Energy. On va pas partir en débat, mais c'est quand même toujours un peu compliqué tu vois, si tu prends le partenaire, admettons que ce partenaire-là permette à l'organisation de mettre un certain niveau de prime, les athlètes ils crachent pas sur la prime qui touche, alors que peut-être cet argent-là vient justement de ces partenaires-là, quoi. Tu favorises et t'encourages à ce greenwashing-là qui est catastrophique, et tu redores l'image d'une marque qui fait du mal à notre environnement et qui nous tue tous à petit feu. Donc, et même si ça finance une prime de je sais pas quoi, c'est beau d'affirmer, de se dire bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, et que les gros athlètes, on l'avait dit dans plusieurs d'anciens épisodes, mais moi je trouve ça très fort quand les athlètes s'expriment là-dessus. Et est-ce qu'un Baptiste Hassan, ça serait pas beau qu'ils se disent ok, j'ai gagné la Diag, par contre je suis pas d'accord avec le fait que la Diag soit sponsorisée par Total Energy. Ça aurait du sens et ça serait vraiment fort. Bref, passons. Une question d'Adrien Pajot qui demande quelle est la technique des élites pour courir le plus léger possible au Templier avec assistance. Quelles sont vos meilleures astuces? Et ça rejoint un peu la question de Roméo qui te demande, Mathieu, quelle a été ta stratégie hydratation sur la course? Ouais, je vais répondre. En fait, la technique pour courir plus léger, c'est de courir plus vite et donc de passer moins de temps sur les sections entre chaque ravitaillement. Et du coup, il y a besoin d'emmener moins de trucs. Et non, globalement, les Templiers, ce qui est cool, c'est que il y a quasiment pas de matériel obligatoire à part une petite réserve d'eau, un gobelet et une assiette aussi, va savoir pourquoi. Et du coup, ça que tu avais prise d'ailleurs, Mathieu. Quoi? Si, j'avais avec moi un petit carré de 3 cm² de plastique et c'était mon assiette. Et du coup, la technique pour être plus léger, moi j'ai juste pris une ceinture et puis ensuite partir avec des flasques vides avec déjà la poudre pour remplir sur les différents points d'eau. Et donc voilà, après il y a pas de secret. La petite anecdote aussi pour aller vite au ravitaillement, c'est moi ce que j'ai fait, ce qui était inspiré par John Albon il y a 2 ans sur cette course, c'est de vraiment pas s'arrêter, de prendre un sachet directement auprès de son assistance et de continuer de courir et de le ranger en courant, puisque souvent c'est pas hyper technique après les ravitaux, donc on a le temps de ranger tranquillement ces flasques avec la poudre et les gels dans la ceinture, mais globalement, il n'y a pas de secret, c'est assez simple. Nico, tu veux poursuivre ou c'est bon? On a fait le tour. Non. Globalement, quand on a un coureur rapide, on peut quasiment tout faire avec une seule flasque au Templier, sauf année particulière où il fait très chaud. Donc, ça permet de quand même courir relativement léger. Et moi, je salue quand même ce choix de l'organisation de pas mettre ou quasiment pas mettre de matos obligatoire, à part des choses qui sont un peu nécessaires parce qu'en fait, c'est plus fourni sur les ravitaillements. Mais je sais pas si on doit le dire là, mais globalement, au Templier, c'est beaucoup quand même. On fait confiance aux gens, ils contrôlent pas trop. Le matos et j'ai jamais vu d'athlète prendre une pénalité parce qu'ils avaient peut-être juste leur flasque de 500 millilitres et pas toute la course une flasque de secours, bon, pour atteindre les 750 millilitres, mais globalement c'est quand même agréable de pouvoir courir assez léger sur cette course. Parfait, on a fait le tour des questions auditeuristes. Merci de nous avoir posé vos questions. On n'hésitera pas à vous solliciter pour le prochain épisode sur le canal Instagram, et on va pouvoir passer à nos recos de la quinzaine, et on commence tout de suite avec la reco de Théo. À nouveau faire une petite reco musicale, puisque la semaine dernière, c'était le 10 octobre, il y a un nouvel album de rap français qui est sorti d'un artiste que j'adore, c'est Giorgio qui a sorti son album Gloria. Il y a 15 sons dessus, et pour le coup, pour ceux qui aiment Giorgio, c'est du 100% dans ce qu'il sait bien faire. C'est des textes assez profonds, assez intimes, et puis avec des mélodies qui restent en tête. Donc pour ceux qui aiment bien un peu le rap français, je vous le conseille de l'écouter, il est vraiment top. Mathieu? Attention, on est sur une reco très très niche pour les plus gros nerds du trail. La page satirique est très critique. Les doigts dans le sif, qui ne laissent rien passer à personne, des tacles magnifiques et des perles dénichées au plus profond de l'internet du trail. Pour l'instant, j'ai pas eu le droit à mon petit post, donc je la recommande encore avant que j'en prenne une et que je sois fâché avec eux. Je sais pas qui c'est qui est derrière ce compte, mais en tout cas, ça me fait beaucoup sourire à chacune de leurs publications. Nico, ta reco? J'ai pas bossé, non. Je vais faire. J'ai pas le temps. Moi, je travaille trop. J'ai pas le temps d'avoir des recos. Non, j'ai écouté un très bon podcast. C'est pareil, c'est un peu geek, mais de Rémi Rivet avec Sean Seal sur Upside Strength, où ils ont parlé un peu du test physio et de toute la philosophie autour de l'entraînement. Donc pour ceux qui
qui aiment bien, soit qui sont entraîneurs, soit qui aiment bien vraiment se pencher sur tout ça. C'est plein de réflexions pertinentes et j'ai vraiment adoré. C'était même tellement pertinent que j'ai couru 2 heures et j'ai pas réussi à écouter le podcast, que je me posais tellement, je m'auto-questionnais tellement, donc je coupais en me disant ok, ouais, ils ont dit ça, est-ce comment je le perçois. Donc vraiment un très très bon podcast. Top. Et puis moi, je termine avec une série, la série Empathie sur Canal+. J'avoue, j'avais un petit a priori au départ car c'est une série québécoise et il y a Thomas Njijol dedans. Je l'aime beaucoup sur la partie humoriste, mais ces derniers films, j'avais pas trop aimé. Et bah, j'ai quand même pris une claque. En gros, pour vous faire le petit speech, la série, elle suit Suzanne, une ancienne criminologue devenue psychiatre qui intègre l'Institut psychiatrique du Mont-Royal après un drame personnel, et elle est accompagnée de Mortimer, donc qui est joué par Thomas Njijol, qui est un agent d'intervention, et ensemble, ils interagissent avec des patients aux histoires touchante et complexe. La série, elle aborde des thèmes tels que la solitude, la dépression et la résilience, tout en intégrant des éléments d'humour pour équilibrer le ton. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série, donc je vous la conseille fortement. Elle est sur Canal+. On a fait le tour, les amis. On a fait le tour. Un grand tour, puisqu'on a sûrement battu le record de l'épisode le plus long. On espère que ça plaira à certains et que certains seront allés au bout. Comme d'habitude. Vous avez écouté jusque-là, envoyez-nous un message. N'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois. On avait beaucoup de choses à dire, donc on s'est dit qu'on allait quand même faire un long épisode. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très vite, à très bientôt. On se retrouve sur le canal Instagram pour ceux qui veulent discuter avec nous. Et puis on se dit à très vite. Et puis pour rappel, le canal Instagram, c'est sur ma page Instagram perso, Mathieu Delpech, le canal YouTube X. Allez, on se revoit là-bas. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Bye bye, à bientôt. La suite au prochain épisode. Et n'hésitez pas à écouter en 2 fois aussi, après 2h11 d'épisode. Je l'ai déjà dit ça. Et mais oui, mais si tu le dis à la fin, ça sert à rien.